On va passer à la table ronde qui est le moment un peu de conclusion de cette journée. Alors je ne sais pas si c'est bien nécessaire de vous présenter Karima Kassi, mais je le fais quand même, une spécialiste des questions d'agroalimentaire qui est maintenant au sein de l'ADEPAL, devenue Pactalim aujourd'hui depuis presque une dizaine d'années, et qui est la directrice générale de l'association. Karima, c'est à vous pour le mot d'accueil. Merci Bruno. Quelle émotion, quelle émotion. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cet événement fondateur de Pactalim. Nous sommes très honorés de votre présence. Le président de Pactalim, Jérôme Foucault, et le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire s'exprimeront autour de 19h, en deuxième partie de cette table ronde. Mais avant ça, il nous semblait indispensable de donner la parole à des chefs et chefs d'entreprise qui sont les premiers concernés par ce projet Pactalim, des chefs d'entreprise de PME et de TI. Et il était indispensable pour nous également de convier nos partenaires avec qui nous nouons des partenariats durables, pour qui nous sommes le premier débouché. Je pense bien sûr à l'amont agricole. À cet égard, je remercie vivement Johan Barbe, vice-président et porte-parole de la FNSEA, qui a accepté notre invitation. La présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, Madame Estrosi Sassone, nous rejoindra en cours de table ronde. Enfin, un grand merci à Bruno Jeudi d'avoir accepté d'animer et de modérer ces échanges. Mesdames, Messieurs, au nom du conseil d'administration, au nom des membres et de toute l'équipe de Pactalim, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Karima. Alors on va faire notre petit ballet, là, on va se déplacer à côté, puisque en fait, les gens vont nous rejoindre sur la scène. On va avoir plusieurs séquences pour rythmer un peu cette fin de journée. Je vais appeler à la tribune Monsieur Alain Chagnot, qui de cabinet Roland Berger. Il y a une étude qui a été faite, très intéressante. Vous avez sans doute, pour certains, pris connaissance des résultats. Et ça va nous permettre justement de faire l'état des lieux, en quelque sorte, du poids économique et des enjeux du secteur de l'agroalimentaire. Merci, Monsieur Chagnot, de nous rejoindre. Merci. Alors j'aurais 3 questions pour vous. On va commencer par la première pour essayer d'être pédagogique et bien comprendre de quoi on parle et où on en est justement dans ce grand marché de l'alimentation. Que pèsent aujourd'hui les ETI, les PME dans l'alimentation, dans l'économie française, dans les territoires, et quel est leur rôle au fond dans ce grand marché où il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a justement pour grande partie, les ETI et les PME. Oui, vous avez raison. En fait, les PME et ETI de l'industrie agroalimentaire, elles pèsent à 3 niveaux. D'abord, elles sont contributeurs clés à l'économie française. 2, elles contribuent à la vitalité des territoires. 3, elles participent au rayonnement mondial de la France. Si je développe rapidement, contributeurs de premier plan à l'économie française, d'abord l'industrie agroalimentaire, vous le savez, c'est 200 milliards de chiffre d'affaires en 2020, c'est 20% du coût du chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière du pays. Ça veut dire que cette industrie, elle représente une entreprise industrielle sur 5 en France. C'est considérable, c'est une contribution massive à la création de valeur. Et quand on regarde en termes de foyers en fait, qui bénéficient de cette filière, on considère qu'il y a plus de 600 000 ménages en France qui sont alimentés ou soutenus par cette filière. 290 000 emplois directs, 290 000 emplois indirects et induits liés à ces filières. Ces filières, je vous l'ai dit, elles contribuent à la vitalité des territoires, c'est-à-dire que les PME et ETI de l'agroalimentaire, elles transforment et elles valorisent entre 40 et 50% de la production agricole du pays, et vous soulignez la présence de cet amont agricole donc, que vous transformez et valorisez. Vous contribuez aussi à la structuration de ces filières agricoles avec toute une série d'accords, des contrats de long terme, de l'accompagnement des pratiques culturales. Et puis c'est aussi un ancrage très fort que vous avez dans les territoires, du fait très souvent du caractère patrimonial de ces entreprises
de l'agroalimentaire qui sont ancrés dans le territoire avec généralement vos usines, vos systèmes de production qui sont localisés en France. Et puis le rayonnement international, la ferme France, comme on dit, elle exporte dans le monde entier de façon toujours plus importante et elle contribue positivement à notre balance commerciale. C'est notable de le souligner. En définitive, vous exportez le savoir-faire français, le bien manger, le bien boire, reconnu par l'UNESCO. C'est ça, Pactalim, en définitive. Donc c'est une force économique qui n'échappe pas aussi aux contraintes pour toutes les entreprises, petites, moyennes, évidemment les grandes. Comment elles se positionnent, ces entreprises, ces ETI, ces PME, par rapport face aux transitions qu'elles doivent opérer, comme toutes les autres, et pas moins, pas plus, mais elles doivent les opérer. Comment elles se positionnent? Alors, toutes ces PME et ETI, on pense qu'il ne faut pas voir ces transitions comme un problème, mais plutôt comme considérer ces PME et ETI de l'IA comme une solution. En fait. Elles ont un rôle clé à jouer dans les transitions alimentaires, les transitions durables, les transitions sociales et sociétales, et puis aussi dans la question de la souveraineté alimentaire. Sur la partie de la transition alimentaire, elles jouent déjà un rôle actif et même souvent précurseur. Ce sont ces entreprises qui ont été les premières à adopter le Nutri-Score. Et d'ailleurs, la plus forte proportion des produits classés A et B sont traités par ces industries, par ces PME et ETI de l'industrie agroalimentaire. Elles sont aussi facteurs d'innovation. C'est elles qui développent des nouvelles recettes, des nouveaux modes de consommation. Je pense aux protéines végétales, à des formats de snacking sains qui sont innovantes de ce point de vue. Ça, c'est sur la transition alimentaire. Sur la transition durable et sociétale, là, il y a 4 grandes transformations sur lesquelles il y a un rôle à jouer. D'abord, la sobriété de la consommation, sur laquelle vous agissez de façon responsable. La maîtrise des effluents, avec des accords et de l'ingénierie technique, avec l'amont, avec l'aval sur ces sujets-là. Le développement durable et puis le défi de la décarbonation, on y reviendra. Il y a enfin le défi de la souveraineté alimentaire. Là, ces dernières années, cette souveraineté alimentaire, elle s'est plutôt érodée, donc pas mal de filières, je pense à la filière volaille par exemple. Et là, il y a un vrai sujet qui implique en fait une implantation d'usines de transformation en France. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que grâce à la vision patrimoniale de l'entreprise et à l'attachement du territoire des chefs d'entreprise, d'ailleurs présents souvent dans cette salle, il y a des choix qui sont parfois faits d'aller de préférer à la boucle internationale qui représente par exemple, si on prend un coût en base 100 pour une boucle internationale, c'est-à-dire une implantation à l'étranger d'une usine de transformation, si on la compare à une boucle nationale, enfin locale, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, si on est en base 100, 20 points de plus sur les matières premières parce qu'elles vont coûter plus cher. On va avoir peut-être 5 points de plus sur la main-d'œuvre parce que là aussi, notre coût de main-d'œuvre est plus important. Et puis, on aura une économie de 15 points sur le transport. Donc, au total, ça veut dire des coûts plus importants, autour de 110 si on compare à la boucle internationale. Et ce choix de coûts de production plus importants, ces entreprises, elles sont prêtes à le faire. Elles ont évidemment vocation à continuer à se transformer pour réduire ces écarts de compétitivité, mais c'est bien ces acteurs de taille moyenne ancrés dans les territoires qui sont prêts à faire ces efforts pour notre souveraineté alimentaire. Et si on essaie de voir comment elles peuvent accélérer cette transition, quels sont les freins, les leviers que vous identifiez? Parce qu'on sait que pour toutes les entreprises, il y a des secteurs, vous disiez, qui sont un petit peu plus en situation de faiblesse sur leur marché, ou vous avez cité le secteur de la volaille. Quels sont les freins et les leviers que vous identifiez pour pouvoir justement accélérer cette transition qui, de toute façon, personne n'y échappera, ce soit la transition sur les questions de souveraineté alimentaire, mais questions climatiques, questions sociétales ou sociales surtout? On voit en effet plusieurs défis qui nécessitent d'importantes transformations pour vraiment être encore plus dynamique et accéléré. Il ne s'agit pas de rebondir, mais il s'agit de poursuivre sur cet élan. On voit 3 murs d'investissement assez conséquents
à passer pour le secteur, pas assez conséquent, très conséquent. Le premier, c'est la décarbonation de l'industrie. Dans l'étude, on a fait un chiffrage qui estime entre 10 et 15 milliards, alors la fourchette est large, supplémentaires nécessaires en termes d'investissement pour décarboner l'ensemble de cette industrie. Premier point. Deuxième point, il y a le défi de la digitalisation qui peut apporter des solutions sur la qualité des produits, sur l'efficience, la productivité, puis plus globalement la modernisation de l'appareil industriel. Parce qu'on a un appareil industriel qui est vieillissant, qui est difficile à renouveler, en particulier du fait de l'endettement élevé du secteur. Là-dessus, les grands groupes ont souvent creusé l'écart technologique avec les PME et ETI, qui ont un taux d'investissement qui est traditionnellement inférieur. Et donc, il y a un sujet d'atteinte de taille critique pour être capable de s'autofinancer. Bien sûr, on peut appeler le soutien des pouvoirs publics financiers. C'est aussi un sujet d'accompagnement financier privé pour investir, pour accélérer ces transformations indispensables, pour être plus flexible dans les investissements futurs. Et puis, l'autre défi, c'est celui du recrutement. On en parle souvent. Il y a un enjeu probablement d'image pour favoriser l'attractivité, la reconnaissance en fait de ces filières fondamentales, donc auprès du consommateur, mais aussi auprès, en termes de marque employeur, c'est un vrai sujet. Et là aussi, ces dernières années, il y a eu des difficultés qui se sont accentuées en termes de recrutement, en particulier dans certaines régions où pourtant les PME et ETI sont des employeurs majeurs, donc elles ont à jouer un rôle en termes d'emploi, mais encore faut-il qu'elles rencontrent leur public, si j'ose dire. Et puis, là, conjoncturellement, on a aussi un environnement de marché qui est défavorable. Ces dernières années, et même depuis 2010, on a globalement une production des industries alimentaires françaises qui a été moins dynamique que ses principaux concurrents en Europe. On a généré, par exemple, une valeur ajoutée similaire à celle de l'Allemagne ces dernières années, alors qu'on a une base d'entreprise 2 fois plus importante. Donc, on a un tissu plus atomisé. On le dit souvent, on parle du Mittelstand allemand, on a un sujet probablement de renforcement de nos structures de consolidation financière et de taille. On a un enjeu de faire émerger des champions nationaux ancrés dans nos territoires, mais capables de contribuer encore plus à la création de valeur. C'est pour ça que c'est intéressant aussi quand on reconnaît la criticité de ce secteur en termes de souveraineté, de contribution à la souveraineté nationale, à la souveraineté alimentaire. Ça appelle un peu au soutien des pouvoirs publics qui ont répondu présent avec France Relance, avec France 2030. Mais quand on interviewe les entreprises, on voit que les aides ne descendent pas forcément jusqu'aux canaux, en particulier des PME et des ETI. Lourdeur, complexité, problème de lisibilité, etc. Manque de communication, de prise en compte, par exemple, des efforts en termes de critères ESG, etc. Autant de sujets qui appellent à descendre sur le terrain, à rationaliser les dispositifs d'aide. Voilà autant de pistes peut-être pour cette filière. Pour Pactalim, justement. Karima Cassi, qu'est-ce que vous inspire cet état des lieux que vient de poser Alain Chagnot, sans éluder les problèmes de certains secteurs de l'industrie agroalimentaire? Donc, déjà, merci Alain d'avoir synthétisé cette grosse étude. Pour nous, cette étude, ça fait partie du pacte fondateur de Pactalim. Puisque quand on a recherché notre identité, on savait qu'on était des PME-ETI dans les territoires, qu'on était transformateurs des filières agricoles et de la pêche et de l'aquaculture, qu'on avait des marques emblématiques, qu'on était fournisseurs de la MDD. Mais on avait besoin finalement d'objectiver tout ça. Et en ce sens, cette étude nous a permis à la fois de dresser un constat, j'ai envie de dire, très chiffré, très précis, sur l'état du tissu industriel PME-ETI de l'agroalimentaire. Elle montre à la fois leurs forces, qu'elles sont apporteurs de solutions, qu'elles innovent, qu'elles ont des partenariats durables avec, on verra tout à l'heure, on en parlera, elles ont des partenariats durables avec leur amont et leur aval. Elles sont au cœur des transitions. Et en même temps, il fallait montrer, sans catastrophisme et sans angélisme, qu'elles sont face à des enjeux importants auxquels elles doivent faire face, notamment les outils vieillissants, le mur d'investissement dont vous avez parlé, et tout ça, ça entrave leur compétitivité.
D'accord. On va remercier Monsieur Je peux me Chagnaud. permettre Peut-être un mot, allez-y. Ouais, Je vous en prie. un commentaire sur aussi quelque chose que j'ai découvert dans cette étude. Ben, évidemment, on accompagne beaucoup, nous, la filière automobile, et il y a souvent le feu des projecteurs. Mais dans cette étude, ben, je notais que, je vous ai dit que 600 000 ménages sont soutenus par votre filière. C'est à comparer à peu près 300 000 ménages pour les PME et ETI de l'automobile. Donc c'est vrai que vous avez un poids économique dans notre nation qui est significatif, et il faut le souligner, le marquer avec des chiffres. C'est 64% de l'emploi dans le secteur agroalimentaire. Les PME-ETI emploient 64% de l'emploi. Merci, Monsieur Chagnaud. Et là, cette étude. Merci beaucoup. Merci à vous. On va poursuivre nos travaux. Et je vais demander de nous rejoindre Monsieur Johan Barbe, vice-président et porte-parole de la FNSEA. On va faire monter tout le monde, comme ça va être plus simple. Qui est agriculteur dans les Vosges, producteur de lait, et donc vice-président, porte-parole du syndicat agricole. Installez-vous ici, Monsieur Johan Barbe. Je vais dire à Monsieur Thierry Goubeau de nous rejoindre, président de Charles et Alice, une entreprise, une ETI spécialisée dans les desserts aux fruits. Une entreprise quand même de 400 salariés. Il est installé dans la Drôme et le Vaucluse, et il est administrateur de Pactalim. Madame Valérie Legrette, directrice générale du groupe Legrette, un groupe familial créé en 1986 qui regroupe 10 PME en Bretagne, évidemment autour de 4 activités: conserve de viande, maritime et de légumes, plats cuisinés, mareyage, aliments pour chiens et chats. Plusieurs marques, c'est connu. Et puis je demandais à Monsieur Marc Pajotin de nous rejoindre, directeur général Frais Émincé. Alors c'est 110 salariés, c'est une PME implantée en Loire-Atlantique, spécialisée dans la transformation de fruits et légumes depuis près de 20 ans, expert en fraîche découpe. Je pense que Madame la sénatrice, Madame Sanson, nous rejoindra tout à l'heure. Alors, je vais commencer, on va commencer par le début, par l'amont, l'agriculture, la valorisation des filières agricoles. Avec vous, Monsieur Barbe, vous venez d'entendre le résumé un peu de cette étude faite par le cabinet Berger. Monsieur Chagnaud a tracé les grandes lignes. Bon, on sait, on ne va pas tourner autour du pot, il y a une énorme crise agricole en début d'année, ça nous pendait au nez depuis longtemps, il y a des grosses différences dans ce secteur, il y a des problèmes qui sont restés un peu sous le tapis longtemps. C'est comme ça dans l'agriculture, par moment il y a le coup de colère qui arrive, les coups de semonce n'ont pas été entendus. Un mois après, qu'est-ce que vous dites de cette crise agricole et de la façon finalement elle a été gérée assez rapidement quand même, à mon sens? Quel est votre point de vue? Et après, on rentrera dans le détail, dans les sujets qui fâchent. On finira par le projet de loi agricole. Ne vous inquiétez pas. Ouais, merci. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter, Johan Barbe. Donc, je suis producteur de lait sur le département des Vosges, une exploitation plutôt familiale. Et ça a son importance, je pense, ici. Donc c'est avec mes parents et un salarié plus un apprenti sur l'exploitation. Donc on produit 1 300 000 litres de lait par an qui sont valorisés par une entreprise qui s'appelle Sevencia, donc notamment en Caprice des Dieux et en Géramont pour l'export. Donc ça c'est important de le rappeler. Je produis aussi beaucoup de viande sur l'exploitation puisque j'élève tous mes veaux. Donc je fais à peu près 180 torions par an, donc c'est du gibet, c'est du jeune bovin, qui est valorisé aussi sur le territoire national. Et j'ai 35 vaches allaitantes en plus, et 120 hectares de céréales. Donc une exploitation, comme on les dit souvent en France, c'est polyculture élevage, dans un secteur qui est les Vosges, alors un climat atypique, mais en même temps qui permet de produire chaque année et qui nous rassure, puisqu'on échappe régulièrement aux vraies problématiques du climat dans les Vosges. On a plus souvent trop d'eau ou des fois un peu trop chaud, mais on a quand même souvent des orages qui nous permettent d'assurer la production. Rappeler effectivement que cette crise agricole, elle est ancrée depuis, on va dire, 20 ans. 20 ans qu'on subit des choses que les gouvernements ne nous entendent pas. On a démarré les actions finalement à l'automne dernier. On a alerté les pouvoirs publics, on a alerté le consommateur par des actions assez simples. On marche sur la tête, le retournement des panneaux. Le retournement des panneaux. Et pourquoi en parler aujourd'hui encore? Parce que je pense que c'est cette action-là qui a amené vraiment le soutien de la population aux filières agricoles et aux agriculteurs.
La crise, elle est profonde puisqu'on est en recherche de dignité d'être producteur, d'être agriculteur. C'est là que c'est compliqué aujourd'hui de se dire que la crise, elle est derrière nous. Non, la crise, elle est encore là. J'entends que le gouvernement a eu plutôt des annonces assez rapides, mais je peux vous dire que quand vous êtes agriculteur, vous avez besoin de trésorerie. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Cette crise agricole, elle est issue, on va dire, d'une volonté toujours de tirer les prix vers le bas et d'assumer sur nos exploitations l'ensemble des charges que vous assumez aussi sur vos entreprises. Je m'explique. Une exploitation familiale, c'est détenir le capital social de l'exploitation, c'est aussi détenir les moyens de production et c'est aussi assurer tout ce qui est paperasse sur nos exploitations. Et je pense que c'est ce dernier qui a saturé l'ensemble des agriculteurs français aujourd'hui et qui nous a amené à cette crise sans précédent. L'excès de normes. L'excès de normes, l'excès de contrôle sur nos exploitations. On est fliqué plus que fliqué sur nos exploitations. D'ailleurs, on a des agents de l'OFB, l'Office de la biodiversité, qui viennent armés sur nos exploitations. Donc, est-ce que nos agriculteurs français sont si méchants que ça et des délinquants? Non, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes. À chaque fois qu'ils sont intervenus, ils n'ont jamais utilisé l'arme face à des agriculteurs. Donc ça, c'est un point positif. Mais rappelez que cette crise, elle est aussi profonde puisqu'on est en perte de revenus. Le revenu des agriculteurs est important. Pourquoi? Pour assurer la transmission des exploitations, mais aussi l'installation. Transmettre un outil quand vous êtes agriculteur, comme mes parents quand ils me l'ont transmis, c'est une fierté. Et avoir la fierté de transmettre un outil, ça veut dire qu'il faut qu'il soit économiquement viable. Aujourd'hui, on a bon nombre d'exploitations qui n'ont pas pu ou qui n'ont pu investir pour être économiquement viables et assurer leur transmission. Donc malheureusement, on a bon nombre d'exploitations aujourd'hui, malgré qu'on ait des jeunes qui veulent venir, qui ne sont pas transmissibles directement. Donc le jeune qui voudrait s'y installer, il a besoin de faire des investissements colossaux et pour ça, il faudra l'accompagner. Donc je ne veux pas déborder sur le projet de loi, on y reviendra, mais c'est un des enjeux, c'est un des enjeux de la profession aujourd'hui. Et il y a une réponse à la crise qui doit être, et là je pense qu'on a un lien intime à lier encore plus, c'est comment on contractualise entre nous les producteurs et vous qui avez besoin de nos produits pour assurer alors la souveraineté alimentaire française, mais l'excellence française, quoi. Et les rémunérations. Et la rémunération, mais la contractualisation va permettre la rémunération, et surtout cette contractualisation, elle rassure les filières. Un producteur qui contractualise, c'est un producteur qui est rassuré. Mais la contractualisation, ça fait des années qu'on en parle. Il manque juste un point dans cette contractualisation. C'est qu'aujourd'hui, on a peu de contractualisation qui définissent le prix, qui définissent la rémunération du producteur. Aujourd'hui, on est souvent face à des marchés. Vous prenez le monde de la céréale, vous prenez les fruits et légumes. On est face à des marchés. À un moment, le marché se retourne, il va mieux, il ne va pas mieux. Mais comment on fait pour assurer, certes, l'approvisionnement de vos outils, mais en même temps la rémunération? Parce que si demain, il n'y a plus de production sur le territoire national, les outils tourneront peut-être avec de l'importation. Mais on aura quand même des consommateurs qui seront moins intéressés. Ce qu'on a demandé à l'attente sociétale, les agriculteurs français y ont répondu, notamment lors des engagements des États généraux de l'alimentation. Je vous rappelle que les agriculteurs se sont tous engagés dans des plans de filière. Ces plans de filière, c'était quoi? C'était de dire on va vers une agriculture plus durable, plus rentable, et une agriculture qui rassure le consommateur. Aujourd'hui, on y est. Malheureusement, des crises sont arrivées. Alors, la première des crises, on va dire que c'était le Covid, mais la deuxième, c'est quand même la crise, on va dire, de la guerre en Ukraine et en Russie. Comment on fait aujourd'hui pour rassurer des producteurs sur le territoire national, de leur donner envie de produire des produits sains qui vont nourrir les Français et les Françaises de demain? C'est ça notre problématique et c'est ça qu'on recherche au travers finalement des demandes vers le gouvernement. Et c'est pour ça que quand je vous entends vous dire on a eu des réponses, oui, mais on n'a pas de réponse sur le long terme aujourd'hui. Je ne vois pas un gouvernement... Ça veut dire la réponse sur le long terme, ça veut dire que la pérennité des filières, pour vous, elle n'est absolument pas du tout assurée ou beaucoup de filières sont en danger de souveraineté déjà. De souveraineté. Il y a beaucoup de filières qui sont en danger de souveraineté. Donc ça veut dire qu'on risque d'être en pénurie d'ici peu. Déjà, on a des filières, enfin si on prend la filière volaille, il y a longtemps qu'on produit malheureusement que plus que 50% des poulets qu'on consomme en France. Mais derrière, on a aussi une vraie problématique de visibilité. Et quand on est toujours aussi en attente d'une prise de parole du président de la République aujourd'hui, c'est vraiment pour qu'il donne le cap de l'agriculture. Il avait été capable, j'ai envie de le dire ou de l'annoncer avec un discours à Rungis. Où est ce discours de Rungis? Où est cette volonté du gouvernement de dire que l'agriculture française est un fleuron et restera un fleuron? De mémoire, c'était 2017, le discours de Rungis. C'est ça. Ça fait loin, oui. Ça fait loin. En attendant, nous, les agriculteurs, on vit sur nos exploitations avec cet espoir que 2017 revienne avec des engagements filière par filière, de rémunération, mais surtout de visibilité sur le long terme. Quand je suis JA, quand moi je me suis installé en 2003,
bah, finalement, je ne connaissais pas plus le prix du lait qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Donc ça veut dire que quand on produit du lait sur une exploitation, je ne sais pas à combien je le vendrai au 1er mai, au 1er juin. Donc comment voulez-vous qu'on attire des jeunes quand ils ne savent même pas à quel prix ils vont vendre leurs produits? Donc ça, c'est un vrai point où il faut qu'on trouve ensemble, je pense, des solutions de contractualisation. Aujourd'hui, la contractualisation, elle est souvent gagnante-gagnante. Elle assure à l'usine qui transforme ou à la PME qui transforme d'être approvisionnée, mais elle assure aussi un revenu au producteur. Quand vous produisez 1 litre de lait et que vous êtes assuré du revenu, c'est quand même plus facile de se dire je vais produire juste ce qu'il faut pour le territoire national et un peu d'export parce qu'on va continuer à exporter et c'est la force de la France. Mais pour ça, il faut que tout le monde s'y engage. Et j'ai l'impression que les seuls qui s'engagent à produire, c'est les agriculteurs. D'ailleurs, depuis 30 ans, on a demandé au monde agricole de concentrer les moyens, de réduire nos coûts de production par la concentration. On a asphyxié nos agriculteurs. Nos agriculteurs sont asphyxiés par le boulot. Aujourd'hui, plus un n'ose relever la tête en disant « Tiens, je vais aller en réunion, je vais sortir un peu de mon exploit. » « Oh, je n'ai pas le temps. » Enfin, c'est le mot de tous les agriculteurs aujourd'hui, c'est le mot de l'agriculture, c'est « j'ai pas le temps ». Pourquoi j'ai pas le temps? Parce qu'à l'époque où mes parents produisaient moins de 400 000 litres de lait à 2, aujourd'hui à 3, sur l'exploitation, le salarié il est plus là pour me remplacer quand j'ai les responsabilités, on produit 1 300 000 litres de lait, plus de la viande, plus. Par 3. Donc aujourd'hui, c'est juste plus possible de continuer à vivre comme ça sans perspective de rémunération. Et ce que je voudrais dire aussi, un message quand même pour la jeune génération, c'est que quand on attire un jeune dans l'agriculture, on n'a plus l'impression que c'est un projet de carrière, mais c'est un projet plutôt temporaire. Avant, quand moi je me suis installé, au moment où j'ai signé pour l'agriculture en 2003, bah, j'ai dit j'irai jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, on a des jeunes qui se disent moi je suis prêt à venir, mais je suis là pour 10 ans, 20 ans maximum. Et je veux une rémunération. Je n'ai pas forcément envie d'accéder au capital social de l'exploitation à 100%. Je veux bien qu'il soit détenu par d'autres. Donc le modèle agricole est vraiment en train de changer. Et si ça, on ne l'accompagne pas, bah, malheureusement, on aura du mal d'assurer la transmission des exploitations et surtout d'assurer la souveraineté alimentaire française de demain, qui est si chère à la France, hein, j'ai envie de dire, et aux Français et aux Françaises, parce que ce n'est pas qu'une histoire du gouvernement. Hein. Si aujourd'hui le gouvernement a entendu nos revendications et s'est permis d'apporter quelques réponses déjà assez rapidement, c'est parce que 90% de la population soutient ses agriculteurs. Et le message que je voudrais aussi faire passer ici, puisqu'on parle beaucoup de transition écologique, c'est que plus de 50% des Français ont plus confiance aux agriculteurs qu'aux écologistes eux-mêmes pour assurer la transition environnementale. Ça en dit long quand même sur notre capacité à nous, agriculteurs, qui vivons tous les jours avec cet environnement, à être capables de le préserver et surtout de le faire perdurer dans le temps. Les premiers impactés du changement climatique, c'est bien les agriculteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts à relever les défis dans l'agriculture pour assurer ce changement de paradigme sur le climat. Vous avez fait la transition toute trouvée sur la transition environnementale. Merci, Monsieur Barbe. On reviendra tout à l'heure sur le projet de loi. Vous nous direz vos premiers constats, vos premières impressions sur ce projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Karima, peut-être qu'on va poser une question un peu large sur la question de la transition environnementale pour les ETI, PME du secteur agroalimentaire. En fait, ce qu'on peut dire, et on l'a vu dans le rapport Roland Berger, ce qu'on a montré, c'est que nos PME ETI sont en fait à l'avant-garde des transitions. Elles ont innové, elles se sont transformées au fur et à mesure des exigences sociétales, au fur et à mesure des réglementations. Et elles sont à l'avant-garde de tout ça. Et quand vous allez sur le terrain dans chaque usine, vous voyez des choses extraordinaires d'innovation, d'efficacité. Par exemple, la réutilisation de l'eau, ça fait 30 ans que l'industrie alimentaire réutilise l'eau. On n'a pas attendu la sécheresse de 2022. Et ça, c'est peu connu, puisqu'on avait cette responsabilité d'économiser l'eau, et c'était quelque chose d'important. Donc, on fait ça depuis toujours. Sauf qu'aujourd'hui, les petits pas ne suffisent pas. Il nous faudrait des bottes de 7 lieues. Face au mur de transition, le changement climatique, la sécheresse, la décarbonation, on a des enjeux que tout le monde connaît face aux émissions de gaz à effet de serre. Et là, on est face à un mur. C'est pour ça qu'on a besoin à la fois d'être compétitif, de pouvoir avoir des marges qui nous permettent d'assurer toutes ces transitions, et en même temps, face à ce mur d'investissement, d'avoir un soutien
appuyée des pouvoirs publics. Merci Karima. Alors après l'amont, on va donner la parole à l'aval, par la ville. Sur cette question de la transition, Monsieur Pajotin, donc vous êtes en Loire-Atlantique, la question vous êtes sur les fruits et légumes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, les expériences que vous menez avec votre PME en matière de transition environnementale? Alors on m'a dit que sur la réduction d'énergie, sur la gestion de l'eau, vous étiez un peu un champion. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Non, champion, on va rester modeste. Bonsoir à tous. Donc Frémassé, qui est une PME effectivement basée entre Nantes et Vannes, a la chance d'avoir pu faire un investissement assez conséquent parce que effectivement on part du mur des investissements et nous notre grande chance c'est qu'on est sur la filière très dynamique des produits végétaux non transformés naturels, donc assez proche d'ailleurs des productions végétales brutes. Et donc ce marché dynamique nous a permis de financer une usine qui était un investissement fort puisqu'on a investi 15 millions dans un outil de fabrication flambant neuf. Et alors que notre chiffre d'affaires à l'époque était seulement de 6 millions, donc c'était un vrai pari avec une prise de risque très importante, notamment pour moi le dirigeant et mes actionnaires. Et on a essayé de faire les choses bien. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on est petit, qu'on est une PME familiale, qu'on ne peut pas avoir de l'ambition et pour objectif d'être tourné vers l'excellence. Donc on a bénéficié de l'installation d'une nouvelle usine avec une optimisation de la gestion de l'énergie. Donc finalement, comme souvent mes confrères ont une usine agroalimentaire, c'est énormément consommateur d'électricité, notamment pour refroidir l'usine, puisque nous travaillons dans une ambiance qui est de 2 à 4 degrés, donc très froide, c'est une sorte de frigo géant de 6 000 m². Et pour ce faire, on a mis en place une nouvelle installation qui utilise de l'ammoniac. Alors l'ammoniac comme ça, pour des personnes qui sont non professionnelles, ça pourrait choquer, mais finalement c'est nettement plus vertueux que des chlorofluorés qui sont des molécules qui sont incriminées pour la couche d'ozone. Donc déjà on est sur quelque chose qui ne dégrade pas la couche d'ozone si jamais il devait y avoir une fuite. Et surtout on a une performance beaucoup plus forte avec ce type de système qui permet de diminuer la consommation d'énergie et également de créer de la récupération. Donc en fait on chauffe nos bureaux, notamment en hiver, quand on crée du froid, on crée de la chaleur et ça nous permet d'éviter de consommer de l'électricité pour chauffer nos bureaux avec un système de récupération d'énergie qui est d'ailleurs, et ça il faut le souligner, c'est une bonne chose, soutenu par les pouvoirs publics avec des subventions pour financer ce type d'installation. Donc ça c'est quelque chose. Vous avez eu des encouragements, du soutien de la part des pouvoirs publics? Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça c'est sur le côté énergétique. Et puis sur l'eau, évidemment, c'est une ressource, l'or blanc, donc qu'on doit, même si on est basé en Bretagne, qu'on manque pas d'eau, on doit préserver nos ressources le plus possible et être innovant pour... Presque en Bretagne. Pardon? Presque en Bretagne. Presque en Bretagne, c'est vrai. À 10 km seulement. Non, Pays de la Loire, on en est fiers. D'accord. Et donc... On nettoie, on épure l'eau grâce à en fait on a créé une zone humide artificielle avec des roseaux. Ces roseaux en fait consomment la matière organique qui est diluée dans les eaux qu'on utilise pour laver notre outil de production en fin de journée, puisqu'on découpe des carottes, des fruits, des champignons, une centaine de matières premières, et cette eau est chargée notamment en jus de carotte, qui est chargé en sucre, et les roseaux vont venir se nourrir de cette matière organique pour ensuite rejeter dans le système une eau qui est proche d'une qualité de rivière. C'est aussi une façon donc de contribuer à diminuer la charge des stations d'épuration et donc à limiter aussi les investissements pour les pouvoirs publics derrière. Donc on contribue de façon citoyenne à gérer au mieux la ressource précieuse qui est l'eau. D'accord. 2 exemples. Ok, donc c'est un exemple assez précis d'une PME qui est parvenue à la fois à s'engager dans la transition, aussi manifestement à faire aussi obtenir des économies en termes de charges financières. Et sur combien de temps là vous avez mesuré l'avantage de cet investissement? Alors pour l'instant, l'investissement est très récent puisqu'on est en 2020, donc on est encore dans cette période délicate, notamment pour une PME comme la nôtre où il faut arriver à couvrir ses frais. Et là, on viendra sans doute sur d'autres questions par la suite, notamment avec nos clients et la grande distribution et l'importance des marges pour nous, parce que ça reste un vrai défi. Et,
au jour d'aujourd'hui, le retour d'investissement, il n'est pas couvert. On prend une vraie, nous industriels, de PME et des ETI, évidemment, on est rarement coté en bourse, et donc c'est souvent des capitaux familiaux qui sont mis en danger sur cette période qui est environ d'une douzaine d'années, sur laquelle on a besoin d'amortir l'outil. Donc pour l'instant, certes, on a eu un retour, parce que économiser l'énergie sur les bureaux, c'est quelque chose de bien, mais quand on a eu un montant énergétique qui triple en l'espace de 2 ans, quand ça passe pour la crise qu'on a connue, notamment avec la guerre en Ukraine, Ouais. ça reste anecdotique l'économie qu'on a pu faire en évitant de chauffer les bureaux grâce à D'accord. cette récupération d'énergie. Merci, Monsieur Pajotin. On va mettre le cap sur le sud, la Drôme, le Vaucluse, avec Monsieur Goubeau. Les conséquences financières, justement, pour cette transition, ce mur d'investissement, vous le mesurez, j'imagine. Vous êtes un peu sur le même secteur, l'entreprise un peu plus grosse. Quelle est votre expérience ? Donc Charles & Alice est une entreprise effectivement qui fabrique des compotes et des desserts de fruits, mais là je m'exprime aussi en tant qu'administrateur de Pactalim. L'exemple de Monsieur Pajotin est exemplaire. Je dis toujours dans la transition écologique, il y a le mot transition. Et la transition, ça peut être une source d'opportunité, mais ça peut aussi être parfois une source de turbulence et surtout une source de coûts extrêmement élevés. Et comme l'a dit M. Pajotin, les retours sur investissement dans la transition écologique sont extrêmement longs. Donc ça veut dire que nous, par exemple, au niveau de Pactalim, on milite pour la mise en place de... Rien de mal. Militez, Monsieur Goubeau. Au niveau de Pactalim, on milite pour la mise en place de fonds d'investissement face à ce mur d'investissement, mais de fonds d'investissement sur un temps beaucoup plus long. Parce que comme vous l'avez très bien décrit, pour l'instant, vous n'êtes pas encore rentré dans votre investissement et ça risque de prendre largement une dizaine d'années. Donc en fait, cette transition écologique, ça nous oblige à complètement repenser le partage des coûts, le temps de la durée d'investissement. Je vous donne un autre exemple. Nous, on utilise des emballages plastiques, et on parle beaucoup du plastique, de la recyclabilité, du recyclage. Aujourd'hui, si on veut s'approvisionner en plastique recyclé, je parle bien de recyclé, pas de recyclable, de recyclé, on commence à en trouver sur le marché 50% plus cher. Donc, pour une entreprise comme la nôtre, c'est des millions. Pour des adhérents qui sont ici dans la salle, c'est des dizaines de millions. Donc, qui va financer? Alors justement, comment on répartit, comment on absorbe ces coûts de transition? C'est un débat, c'est un vrai débat, mais il est certain qu'il va falloir... alors là, je m'exprime un peu à titre personnel, mais je pense qu'il va falloir que tout le monde contribue. Ce n'est pas la PME et ETI qui va pouvoir toute seule assumer tous ces coûts. Il y a un de nos adhérents là récemment qui vient de publier un article que vous lirez peut-être sur le fait qu'il va falloir que le consommateur aussi il regarde l'alimentation avec un œil un peu différent, à savoir que il faut se le dire, les produits vont être un peu plus chers. Il faut se le dire en se rappelant quand même que l'alimentation c'est la vie, juste au passage. La santé, ça commence par bien manger. Et cet adhérent, que je ne citerai pas, mais certains le reconnaîtront, faisait une remarque en disant c'est quand même incroyable que les gens sont toujours à vouloir s'acheter le dernier smartphone à 1 000 € et il faut toujours, tous les 2 ans, changer de smartphone. Mais quand il s'agit de payer 5 centimes de plus pour un pot de compote, tout le monde bloque. Donc il va falloir que tout le monde change d'attitude, les distributeurs aussi, pour qu'on partage ensemble ce coût de la transition écologique. Je pense que tout le monde est convaincu. Il n'y a personne dans cette salle qui pense qu'il ne faut pas avancer vers la transition écologique. Il va juste falloir qu'on le partage intelligemment et que les investisseurs soient prêts à des retours sur investissement beaucoup plus longs. D'accord. Bon, eh bien, on a bien entendu votre propos assez carré, monsieur Goubeau. On va passer un peu à
aux questions de souveraineté alimentaire et la répartition de la valeur. Et je vais revenir vers monsieur Barbe, parce qu'évidemment, qui dit souveraineté alimentaire, répartition de la valeur, je suis sûr que ce sont deux sujets qui sont les vôtres. Comment on fait Comment, selon vous, on arrive à créer ce partenariat entre l'amont et l'aval industriel? Parce que, bon, après, on peut continuer à être chien et chat, ça peut bien se passer dans certaines filières, moins bien dans d'autres, mais comment, globalement, vous voulez avancer, vous, ex-JA, porte-parole de la FNSEA aujourd'hui? Je pense que, mon voisin l'a très bien dit, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience déjà à avoir sur l'alimentation en globalité et sur la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on sait que l'alimentation en France, c'est créateur de valeur. Après, il faut savoir comment on se la répartit tout au long de cette chaîne de valeur. Et il ne faut pas que, sous prétexte de pouvoir d'achat, on soit toujours à la renégociation de prix, à la renégociation toujours vers le bas. Enfin, quand j'entends des exemples à me dire je suis peut-être le seul à avoir investi dans la transition sur un sujet qui me coûte aujourd'hui. Si vous êtes le seul à faire le pari, si personne ne le fait, en attendant, c'est vous qui avez des coûts de production qui sont bien plus élevés, comme nous sur nos exploitations. Donc il y a un moment, il faut qu'on le fasse tous ensemble, et le ensemble, il est important. Ça veut dire qu'une filière fonctionne grâce à l'approvisionnement par des agriculteurs, certes sur les territoires, mais aussi par la transformation des produits. Et pour ça, il faut vraiment une prise de conscience de l'ensemble des acteurs et du monde politique. Il faut en profiter puisqu'on a quelques responsables politiques qui sont arrivés. Et je pense que cette création et ce partage de valeurs doit être le maître mot de l'alimentation de demain, de l'alimentation durable. On ne peut pas parler de durabilité sans parler de rémunération de chaque maillon des filières. On n'est pas, nous, à la FNSEA ou aux jeunes agriculteurs, à se dire qu'il n'y a que les agriculteurs qui doivent tirer le profit de leur production. Non, c'est des filières qui doivent vivre et qui doivent pouvoir entreprendre sur les territoires. Aujourd'hui, si on s'est battu et si on a obtenu des avancées, c'est parce que la dignité d'être agriculteur, c'est avant tout de pouvoir entreprendre sur nos exploitations. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a perdu. Parce que quand un consommateur, il perd du pouvoir d'achat, il ne peut plus aller acheter le dernier iPhone, il va peut-être pouvoir y aller. Mais comment on fait, nous, sur nos exploitations, si à chaque fois qu'on reçoit des normes, à chaque fois qu'on reçoit une envie de transition, qu'on n'a pas la capacité à investir, on met la clé sur la porte? Est-ce que le modèle français agricole tel qu'on le connaît, c'est celui qu'on veut défendre demain? Pour nous, oui. Si pour les pouvoirs publics et le consommateur français, c'est oui, mais il faut qu'ensemble, on crée la valeur, on la répartisse et qu'on comprenne que tous les maillons ont besoin de vivre. Et ça, je pense que c'est vraiment la réalité aujourd'hui. Et alors, Monsieur Goubou, comment justement contribuer à cette structuration des filières agricoles? Comment vous pouvez, j'allais dire, aller dans le sens indiqué par Monsieur Barbe, ou en tous les cas les rapprocher, parce que si elles ne se structurent pas, les filières, on voit bien qu'elles sont quand même en danger. Il y a certaines qui sont aujourd'hui en difficulté. J'ai envie de vous répondre. Et c'est des questions d'approvisionnement demain pour vous. Monsieur Barbe a donné la réponse. Ça s'appelle la contractualisation. Et cette contractualisation, je peux vous dire qu'au sein des PME et ETI, elle est déjà largement en marche. Alors peut-être pas encore suffisamment, mais je pourrais vous citer de nombreux exemples. Je me permets d'en citer un dans notre cas. Sachant qu'on essaye tous, autant que faire se peut, de favoriser, je parle des fruits, les fruits français. Il se trouve que il y a un déficit de poire en France. Hein, et il y a 4 ans, on s'est engagé avec 4 jeunes agriculteurs dans la région de Sisteron à replanter des hectares de poire, et on s'est engagé sur 15 ans à leur acheter à un prix convenu toute leur récolte. Voilà. Donc la contractualisation, ça existe. Je pourrais vous citer des exemples d'un autre de nos adhérents qui est en train de reconstruire toute une filière sur la figue. Mais là, vous parlez de filières qui étaient quasiment en voie de, j'allais dire presque d'extinction, puisqu'on sait que la filière fruits... on s'engage pour pouvoir continuer d'acheter des poires françaises, plutôt qu'aller les acheter ailleurs. On s'engage avec des agriculteurs sur de la contractualisation sur une quinzaine d'années. On va vous dire qu'elles sont très chères, ces poires françaises. Il y a une partie des consommateurs. Oui, mais c'est un choix qu'on fait. On pense que le consommateur sera de plus en plus attentif à l'origine des produits. C'est un sujet aussi qui est sur la table en ce moment. Donc cette contractualisation, elle existe. Dans la filière de la pomme, aujourd'hui, la plupart de nos adhérents contractualisent sur 3-5 ans pour quasiment 50% de leur volume. Donc
la réponse, elle passera par la contractualisation. C'est le point gagnant-gagnant où l'agriculteur s'y retrouve dans la durée. Parce que le pire pour nous tous, c'est quoi? C'est la volatilité. Le pire, c'est la volatilité parce qu'on subit tous les aléas climatiques. Alors, il y a des années, la récolte va être bonne, il y a des années, elle va être moins bonne, les prix vont flamber, les prix vont baisser. Ce qu'on veut tous, c'est quelque chose de relativement linéaire qui va peu impacter le consommateur. Donc, si on s'engage sur une contractualisation dans la durée, tout le monde s'y retrouve. Donc, la réponse, elle est là pour nous. La contractualisation, donc. Madame Le Graët, comment, finalement, de la même manière, votre entreprise peut réellement devenir des partenaires. Bon, je ne sais pas si c'est contractualisation pour vous, ou en tous les cas devenir des partenaires de long terme. Alors vous couvrez plusieurs secteurs. Pour faire un petit pas de côté, notamment sur la filière pêche. Oui, avec plaisir. D'abord, pour préciser que le groupe Le Graët, on embauche 800 personnes. C'est un groupe familial, breton, des Côtes d'Armor. On a quelques ateliers de maraîchage au Guilvinec, à Lorient, à Concarneau, mais on est dans les Côtes d'Armor. Et on a plusieurs outils également industriels, donc des conserveries de viande, de poissons. On a même du pet food, effectivement, ça veut dire des aliments pour chats et chiens. Je vous le disais tout à l'heure, c'est pas trop les chats et chiens, pardonnez-moi, qui m'intéressent. C'était l'emploi, puisque c'était une usine Friskies, Nestlé, qui fermait à Guingamp. Et à l'époque, il y avait du chômage. On a racheté cette entreprise il y a 20 ans. Donc, et on a une très grosse entreprise aussi de surgelés. Donc, ce que j'avais envie effectivement d'évoquer avec vous, parce que je crois que vers où vous voulez aller, c'est d'évoquer effectivement, au-delà même d'une contractualisation, ce que l'on vit, nous, alors pas avec des agriculteurs, mais avec des pêcheurs. Et l'histoire que l'on a, elle est de long terme, puisqu'elle a démarré il y a 29 ans. Et on va dire qu'il y a 29 ans... le mot RSE, il n'était même pas à la mode, c'était même pas une vague notion, personne ne savait ce que ça voulait dire. Okay, donc j'ai le sentiment, je vous ai expliqué que dans le groupe Le Graët, on a fait comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, nous on a fait de la RSE sans le savoir. 29 ans, pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, 94, les Bretons de la salle le savent peut-être, le Parlement de Bretagne a brûlé, ce qui a bouleversé beaucoup les Bretons. C'était un très beau bâtiment. Et c'était, en tout cas, le même jour que les pêcheurs qui faisaient une manifestation très violente dans les rues de Rennes. On dit qu'il y a c'est un rapport. Et qui était effectivement extrêmement chahutés, ces pêcheurs, parce que leur prix du poisson n'était pas stable, était très bas, et qu'il y avait une concurrence vive, effectivement, en Europe. Et quelques semaines ou mois après, on voit arriver à Celtigel, donc une de nos usines, qui faisait du poisson et des noix de Saint-Jacques importées. On voit arriver, alors je vois la scène, 7 ou 8 gaillards, pardonnez-moi, mais c'était des pêcheurs sacrément costauds, qui avaient avec leur bidon de gasoil, parce qu'ils voulaient effectivement, et je les comprends, détruire toutes les noix de Saint-Jacques importées qu'on avait dans nos congèles. Parce qu'on faisait des coquilles Saint-Jacques avec effectivement le Pérou et le Vietnam, et pas les fabuleuses coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Donc ils étaient désespérés, le prix était au plus bas et ils en vendaient surtout que dans la période de Noël, mais après ils n'en vendaient pas, évidemment. Donc je vais un peu prendre de temps pour l'expliquer parce qu'on a créé une entreprise ensemble. Et on est la seule entreprise privée en France à être mariée, 51% Le Graët, 49% Cobrénor, la coopérative de pêcheurs depuis 29 ans. Ça veut dire que quand ils sont arrivés avec leur bidon, mon père leur a dit, Noël Le Graët, c'était peut-être plus sympa de s'asseoir, de discuter, d'échanger. Je pense que tel que je les connais, ça a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, qui sont peut-être partis un peu plus gais et avec les joues un peu plus roses qu'en rentrant, mon père aussi. Et puis quand le lendemain, il y a eu 10-15 palettes en toile de jute de coquilles Saint-Jacques qu'il a fallu décortiquer, là, on était dans le caca pour être poli. Parce que maintenant, en tout cas, je peux vous dire que les salariés chez nous n'accepteraient plus du tout à la main de décoquiller des coquilles Saint-Jacques. À l'époque, on l'a fait un peu, on a vendu aux clients, ils trouvaient ça magnifique, sauf qu'au bout de quelques mois, nos fameux gaillards ne nous en ont pas livré parce qu'en fait, ils avaient leur débouché de Noël. Et c'est là que nous, on est intervenus en leur disant, on va tout arrêter, on va se marier. Et on va créer ensemble, on va construire ensemble une entreprise sur la criée de Saint-Quay, là où vos bateaux, ils sont à peu près 80 ou 100 bateaux, débarquent. On va la créer, je répète, 51-49. On va construire une usine qui permet d'ouvrir ces coquilles Saint-Jacques, de les nettoyer, de les laver. Vous savez faire. Moi, groupe Le Graët, je sais vendre.
Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a acheté, également en janvier, février, mars, quand ils n'en vendaient pas avant, parce que personne n'en achète, c'est trop cher, nous, on les a achetés à Seltarmor. Et on les a surgelés. Et comme on connaît la grande distribution, on les a vendus alors, à des marques comme Reflet de France, chez Carrefour, nos régions du talent, chez Leclerc, depuis 25 ans. Et ça a linéarisé leur pouvoir d'achat. Et je dirais même que cette année, la Dame Nature a été presque trop généreuse. Il y a vraiment beaucoup de noix dans la baie de Saint-Brieuc, alors que ce sont des très beaux produits un peu chers et qu'en période d'inflation, il y a un peu moins de consommateurs. Seltarmor rachète tout. Et donc, les pêcheurs sont avec nous dans une symbiose. Les conseils d'administration se passent toujours merveilleusement bien et ça fait 29 ans. Voilà, donc nous, on travaille beaucoup sur l'économie circulaire. C'est notre modèle. On est très fiers de cette vision de la Saint-Jacques. Mais pour le reste, j'ai 2 conserveries de viande. Je fais du pâté, je fais des terrines de campagne en bocal. Le porc que j'achète depuis 35 ans que j'ai cette entreprise et du porc frais qui vient de l'Ouest. Et pour terminer, j'ai une entreprise de Celtigel qui fait des produits surgelés. Je fais des hachis parmentiers surgelés, je fais des lasagnes surgelées. On a eu des agriculteurs qui sont venus à Celtigel il y a 1 mois avec 7 ou 8 tracteurs. Il y avait un peu de purin, un peu de fumier dedans. On n'était pas très décontractés. Ils sont repartis au bout de 2 heures après avoir visité l'usine, la comptabilité, les congélos. Et ils l'ont dit dans la presse, 95% du bœuf était français. Donc c'est aussi une économie circulaire et on n'a pas attendu, ce mot RSE, je ne suis pas forcément très fan, on n'a pas attendu que ça soit à la mode pour travailler avec la proximité. Merci. Je reviendrai tout à l'heure vers vous, Madame Legrette. Monsieur Pajotin, comment les PME, les ETI peuvent travailler dans le cadre des marques de distribution, les fameuses MDD? Ça pourrait sembler un sujet délicat parce que, évidemment, pour une PME comme la nôtre, de 100 personnes, des clients tels que Carrefour avec les marques qu'a nommé Madame Legrette ou Leclerc, ce sont évidemment des géants comparés à nous et donc le challenge pourrait paraître élevé. Mais voilà, on sait, la force des PME, c'est évidemment leur souplesse. Leur flexibilité et quand on nous demande parce que nous aussi on a énormément de normes auxquelles nous devons répondre et de se mettre au diapason des normes avec ce qu'on appelle dans le jargon l'IFS qui permet tout simplement de montrer patte blanche auprès d'un distributeur en montrant qu'on a un niveau de performance. Alors, ça touche en fait cette norme IFS, alors c'est une norme parmi d'autres, mais c'est une norme internationale qui a été imposée par la grande distribution qui permet de finalement sécuriser des produits, assurer que ces produits sont sains, sûrs et de qualité supérieure. Et voilà, une PME telle que la nôtre a réussi en quelques mois. On a déménagé l'usine en octobre 2020 après une petite crise sanitaire et 3 mois après on était certifié IFS et 4 mois après on démarrait le dossier pour Carrefour en MDD. Donc les PME comme les nôtres sont souples et savent répondre présent pour aller vite, notamment pour répondre au cahier des charges de la grande distribution. La grande distribution, c'est aussi pour nous l'opportunité finalement de défendre aussi les filières agricoles, parce qu'une PME comme la nôtre, basée au cœur du bassin maraîcher entre la Nantes et la Bretagne, mais évidemment, notre vocation première, on faisait également de la RSE sans le savoir, c'est-à-dire qu'on valorisait principalement des produits issus du maraîchage français. Et donc, ces produits, on les fabrique avec un contact direct avec les producteurs et ces producteurs, évidemment, on essaye de leur garantir un prix identique toute l'année. Alors quelquefois c'est de façon contractuelle, d'autres fois c'est de façon de gré à gré, mais de leur donner une vision sur un prix d'achat. Et les contrats MDD, donc de marques de distributeurs, permettent aussi, dans un contexte différent des négociations nationales, de travailler avec une certaine transparence sur le coût des matières premières agricoles. Et à notre sens, en tout cas à l'échelle de ma PME, on a beaucoup plus de facilité
pour faire passer une hausse de matières premières agricoles sur des dossiers MDD que sur des dossiers dits de marque nationale, où le contexte est beaucoup plus pressurisé, avec des négociations beaucoup plus cadencées et dans un contexte réglementaire plus restreint également. Madame Le Gret, toujours sur ces marques distributeurs et sur l'enjeu qu'elles représentent, comment rendre le système davantage vertueux, comment y faire figurer les lieux de fabrication, l'origine, qu'on sache un peu plus ce qu'on achète? Alors pour moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je suis ravie d'ailleurs qu'il y ait des politiques. Alors on salue monsieur le ministre, Marc Fesneau, qui vient de nous rejoindre, la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. J'adore dire ce mot là à chaque fois. Et puis Madame Sanson, Dominique Sanson-Estrosi, qui nous a rejoint. Merci. Donc moi, je fais beaucoup de marques distributeurs. Je suis ce qu'on appelle un pure player en marques distributeurs. Mes marques sont mineures ou challenger. Donc moi, j'investis beaucoup dans cette marque, dans les marques de distributeurs. Alors, je n'ai pas revérifié les pourcentages, mais je pense que je ne suis pas loin en disant que la part de marché des marques distributeurs dans les rayons, c'est en moyenne autour de 35%. Et que c'est en progression. Et quand on regarde les marchés européens, je ne crois pas dire des bêtises de dire que dans quelques années, on flirtera avec les 40%. D'accord ? Donc c'est quand même pas anecdotique du tout de parler de marques distributeurs. Je suis hyper favorable, je pense que vous l'avez bien compris, à indiquer l'origine des matières premières. Je pense qu'en revanche, sur les marques distributeurs, vous ratez la première marche. C'est très bien, l'origine de la matière première, et je le fais et je le revendique. Mais quand vous regardez un packaging, une bouteille, une étiquette de marque distributeur, ben vous ne savez pas dans quel pays c'est fabriqué. Non, et vous ne savez pas qui l'a fabriqué. Alors l'origine matière première, formidable, alors à 100%, mais bon sang de bonsoir, la première marche, c'est dans quel pays et c'est qui. La seule chose en marque distributeur qui est obligatoire, c'est quand il y a de la viande ou du poisson dans le produit, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'estampille sanitaire. Clairement, c'est comme une plaque d'immatriculation de voiture. Ça va être FR pour la France, CZ, j'en connais pour la République tchèque. Et puis après, c'est une immatriculation. Qui sait, qui fait quoi? Moi, je revendique, en étant vraiment fièrement une fédération de PME qui fabrique des marques distributeurs, bon sang, je vous en prie, imposez, suggérez que sur le devant du packaging, il soit indiqué fabriqué par telle entreprise de tel pays. Il y a un no man's land, il y a une opacité qui n'est pas juste. D'autant plus que, je ne l'ai pas dit, mais 2/3 des marques distributeurs sont fabriquées par des PME. Donc c'est la force vive de la souveraineté alimentaire. Et ce n'est pas par angélisme que la plupart des PME comme moi utilisent des fournisseurs français. C'est juste que c'est plus efficace, c'est plus facile, c'est plus utile de travailler avec des gens du coin. Donc quand on sait dans le pays, naturellement, assez facilement après, vous avez l'origine des matières premières. Faites indiquer sur les marques distributeurs quasiment bientôt 40% de ce que vous allez avoir dans la consommation dans les rayons, tout bêtement le nom de l'entreprise et le nom du pays. Je crois que le message a été bien envoyé, Madame Le Gret. Alors vous voyez, Monsieur Barbe, on avait bien calculé notre coût. Vous deviez prendre la parole pour nous parler de ce projet de loi d'orientation agricole. Le ministre vient d'arriver. Donc vous allez pouvoir vous adresser directement à lui, ça va être plus simple, et je vous donne la parole. Merci Monsieur le ministre, bonjour. Effectivement, un projet de loi tant attendu sur le projet de loi d'orientation agricole qui aujourd'hui se décline plus sur un projet de loi installation-transmission. On salue forcément l'arrivée de ce projet de loi puisque nous étions en attente depuis plus de 18 mois sur ce sujet. Effectivement, c'était un sujet qui nous concernait dans l'idée d'avoir une vraie loi d'orientation agricole. Aujourd'hui, nous sommes sur la partie installation. Donc on a un vrai volet, et on s'en félicite, sur la partie formation. Effectivement, on a pris en compte nos revendications de demander plus de formation, mieux de formation, et surtout une ouverture à tous ceux qui fréquenteront les écoles publiques françaises de pouvoir découvrir les métiers de l'agriculture. Donc ça, c'est vraiment une avancée pour nous, et une fierté de pouvoir faire découvrir nos métiers et peut-être trouver de nouvelles vocations. Donc ça, c'est le point, on va dire, positif. Après, on a aussi la création de ce comité, on va dire, France Service Agriculture pour l'installation, qui pour moi est une vraie avancée, même si je ne suis pas jeune agriculteur, mais j'ai été dans le passé jeune agriculteur, et pour moi il fallait simplifier l'installation. Et ce guichet unique va et devrait permettre prochainement de simplifier
l'installation et surtout d'accompagner au mieux tous les porteurs de projets. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, on a quand même des porteurs de projets qui sont complètement différents d'il y a 40 ans, différents d'il y a 20 ans, et ils seront encore différents dans 10 ans. Donc on doit s'adapter en permanence et on a besoin vraiment d'une loi d'orientation pour donner un cap à ceux qui croient en agriculture et qui ont envie de s'y investir. Donc là, c'est des points positifs. J'ai un point qui m'irrite un petit peu, c'est le point quand même transmission. Il me semble, Monsieur le Ministre, que vous ne nous avez encore pas entendu sur la partie transmission, sur l'accompagnement. L'accompagnement, alors d'un côté peut-être financier, mais surtout comment on accompagne un futur cédant, comment on l'aide à investir en fin de carrière, comment on trouve des solutions aussi pour ceux qui arrivent en fin de carrière, on va dire usés par le métier, pour leur trouver des solutions de sortie dignes, parce qu'ils ont travaillé quasiment toute une carrière, mais ils auront du mal d'aller à 62 ans malgré les réformes, de nous demander d'aller toujours plus loin. Je pense que le métier d'agriculteur, on est largement en carrière longue, il faut le reconnaître. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un message qui soit clair sur la partie de la transmission et surtout la sortie digne de nos futurs cédants. Et là, on reste un peu inquiet sur la possibilité d'imaginer des choses. Alors, les plus anciens vont nous parler de la pré-retraite. On ne demande pas forcément d'imaginer des pré-retraites, mais on demande un accompagnement clair pour justement donner un cap à ceux qui se posent des questions. Et je suis aussi dans une filière qui s'appelle la filière laitière. Et malheureusement, trop d'agriculteurs, d'agricultrices décident de céder la production laitière sur leur exploitation avant de la céder. Pourquoi? Parce que la pénibilité de produire du lait tous les jours, on le connaît, enfin moi je la connais encore peut-être un peu mieux que vous, mais c'est une réalité sur nos exploitations. Et on manque surtout de bras pour nous accompagner. Donc il faut vraiment, sur ce sujet-là, qu'on soit accompagné par les pouvoirs publics pour pouvoir trouver des vrais leviers et des vrais jeunes qui veulent s'engager auprès des éleveurs pour assurer la continuité des outils jusqu'à leur transmission. Et je pense que c'est ce qui garantira la souveraineté alors, de la filière laitière, mais de toutes les filières en France, c'est d'arriver à assurer cette transmission. L'agrandissement des exploitations est pour nous pas une solution, c'est vraiment le risque à terme de noyer l'agriculture dans plus de surface, dans plus de travail, dans plus, qui nous inquiète et qui aujourd'hui amène certains agriculteurs proches du burn-out. Donc on a besoin d'un cap pour l'agriculture. J'ai toujours pas entendu le président Macron s'exprimer en faveur et pour l'agriculture française, même si il l'avait fait sous le précédent mandat, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il avait eu un discours assez engageant en 2017 lors de son discours de Rungis. À quand on retrouve un vrai cap pour l'agriculture? Je suis toujours aussi inquiet sur le sujet. Après, je suis conscient et sûr que nos agriculteurs vont relever les défis. L'agriculture, depuis l'après-guerre, a relevé tous les défis. Et ici, on peut en être fier et s'en féliciter. Mais comment on fait aujourd'hui pour assurer le revenu de nos agriculteurs? Ça fait plus de 50 ans que les agriculteurs, leur seule volonté, c'est de produire, c'est d'avoir leur exploitation pas loin de chez eux, mais n'ont jamais pensé à leur revenu, jamais pensé à leur retraite. Mes parents qui vont prendre prochainement la retraite, quand il n'y avait pas de revenus, le premier qu'on sacrifiait, c'est l'agriculteur et son revenu. Il faut qu'on change de paradigme sur ce sujet. Le revenu des agriculteurs, c'est comme le revenu d'un salarié, c'est comme la rémunération d'un patron d'entreprise. Ça se décide au 1er janvier et ça ne se trouve pas au 31/12 quand il n'y a pas de sous. Il faut absolument qu'on change le cap. Il faut aussi adapter, et c'est peut-être un mot qui est important, mais pour nous, l'agriculture, c'est adapter la fiscalité à l'agriculture de demain. Comment on accompagne nos entreprises, nos exploitations familiales avec une fiscalité adaptée, avec l'inflation qu'on a connue, avec la valeur de l'exploitation qui augmente. Donc, Monsieur le Ministre, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout de nos revendications. On a des avancées. Il nous en manque encore. On a un projet de loi qui est sur la table. On saura l'amender. Il y a des députés qui sont dans la salle. On saura les solliciter. Il y a une discussion parlementaire qui va suivre. Voilà, donc on saura être présent et on demandera à tout le monde de s'engager pour une agriculture plus forte et plus riche demain. Merci, Monsieur Barbe. Karima, si on conclut un petit peu cette table ronde avant d'inviter Madame Dominique Sanson à nous rejoindre, quelles sont les attentes? Comment vous résumez les attentes des ETI PME? Avant de ça, je vais juste revenir au début de la table ronde. C'est de dire que les destins sont liés entre l'amont agricole, la pêche également, et les PME ETI, transformateurs des filières agricoles et de la pêche. Nos destins sont liés. Nous avons besoin des agriculteurs pour nos outils de transformation. Nous livrons la distribution, la restauration, nous exportons, donc nous devons produire et honorer nos clients. Et les agriculteurs ont besoin de revenus. On a des filières exemplaires, notamment en légumes.
transformés qui contractualisent depuis très longtemps. Et ça permet que tout le monde y gagne. Le producteur qui a la visibilité avant de semer de son débouché, nos industriels qui ont la matière pour remplir les usines qui doivent tourner en pleine saison. Donc ça, pour moi, c'est important. Et sur Egalim, je reprendrai ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce que vous avez dit, c'est que tous les maillons ont besoin de vivre. Tous les maillons doivent avoir une juste rémunération. Les lois Egalim ont posé des bases solides. Elles ont quand même joué leur rôle en termes de rémunération. On doit sécuriser le revenu des agriculteurs, que la loi Egalim soit effective, et on doit permettre aux PME-TI de se rémunérer au juste prix de toutes les transitions qu'elles ont à faire, et également pour soutenir notre amont agricole, parce que c'est que comme ça qu'on aura une souveraineté alimentaire et industrielle. Merci, Madame Cassis. Madame la sénatrice, je vous invite à nous rejoindre pour conclure cette table ronde avant d'entendre Jérôme Foucault puis le ministre. Vous êtes présidente de la Commission des affaires économiques au Sénat, sénatrice des Alpes-Maritimes, élue de Nice. Politiquement, quelle est votre vision de ces questions et d'abord sur les échéances de la loi d'orientation agricole, comment vous l'accueillez et comment va se positionner la commission que vous présidez, parce que ça va être un débat forcément, il a été important dans la société, très rude dans la rue parce que les agriculteurs ont fait entendre leur position, et puis là maintenant on a le texte sur la table. Merci, bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui le Sénat appréhende, ou en tout cas ce projet de loi d'orientation agricole? D'abord, je voudrais dire que le Sénat est à la manœuvre depuis de nombreux mois, de nombreuses années, puisqu'il s'est toujours saisi d'un certain nombre de travaux touchant à l'agriculture, au travers essentiellement des travaux faits par la Commission des affaires économiques. Et donc cette crise que l'on connaît, c'est une crise multifactorielle, et c'est une crise qui vient de loin et que l'on avait déjà largement appréhendée il y a de nombreuses années à travers des propositions de loi, dont l'une des propositions de loi qui porte le nom de la compétitivité de la ferme France, dont d'ailleurs le Premier ministre Gabriel Attal, au plus fort de la crise, s'est beaucoup emparé dans les discussions et dans ses interventions de cette PPL compétitivité de la ferme France. Donc on espère que bon nombre de ces mesures qui étaient portées dans cette PPL, qui a été votée au Sénat de façon transpartisane, puissent être reprises dans le projet de loi d'orientation agricole. Et donc on a très tôt alerté, à la fois bien évidemment sur la dégradation de la compétitivité de l'agriculture, sur le mal-être d'une partie du monde agricole, mais aussi sur la pression sur les prix exercée par certains acteurs et qui forcément avait des conséquences sur toute la chaîne et jusqu'à nos agriculteurs. Et donc, comme vous avez largement parlé aussi de la juste rémunération, de la question de la juste rémunération, c'est aujourd'hui un des aspects marquants de cette crise, à côté de la question des normes et peut-être effectivement de tout le volet qui va toucher à la simplification. Parce que cette question de la juste rémunération, elle est au cœur aujourd'hui de la crise et que bien évidemment, on voit aussi qu'elle était au cœur des lois Egalim. Vous y avez fait référence, Madame, au cœur des lois Egalim et aujourd'hui de la construction de ce qu'on appelle du prix en avant, tel qu'aujourd'hui on l'appelle. Et je crois que dans cette assemblée se trouve bon nombre, et sur cette tribune, de PME et de TI qui ont bien conscience de l'impératif de cette juste rémunération. Parce que cette juste rémunération, elle touche aussi bien, et elle est indispensable à la grande distribution, puisque la grande distribution elle est en contact direct avec le consommateur. Cette juste rémunération, elle est aussi indispensable à tout le maillon industriel que vous représentez, parce que bien évidemment vous êtes face à une augmentation importante des coûts de production et aussi, vous l'avez rappelé, à un mur d'investissement qui est généré essentiellement par la transition écologique, mais qui s'impose à toutes et à tous. Et enfin, cette juste rémunération, elle est indispensable aux agriculteurs, bien évidemment, parce qu'il faut que les agriculteurs puissent avoir le juste retour de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour assurer
en partie et essentiellement notre souveraineté alimentaire. Donc on voit bien qu'elle est au cœur de tous les débats. Alors, qu'en dire par rapport au projet de loi d'orientation agricole qui a été dévoilé, même si on en connaissait un petit peu des contours aujourd'hui, et le ministre y reviendra très certainement. Sans faire de procès d'intention, monsieur le ministre, je pense qu'on sera extrêmement vigilant. Vous le savez, au Sénat, lorsque le texte, après avoir été longuement débattu à l'Assemblée nationale, en espérant qu'il ne grossisse pas trop, parce qu'on peut craindre qu'il y ait énormément d'amendements, à condition aussi que l'on trouve dans ce texte, eh bien, je dirais, tout ce qui a amené à cette crise agricole que nous connaissons aujourd'hui et qui, je l'ai dit, est multifactorielle. Parce que, vous l'avez dit, l'agriculture, elle a des défis colossaux à relever. Le défi de la formation, du renouvellement des générations. Et de ce point de vue-là, de ce que j'en ai vu à travers le projet de loi, je pense qu'il y a des mesures qui sont des mesures plus que nécessaires et des mesures qui seront des mesures consensuelles là-dessus. Sauf que j'alerte quand même, monsieur le ministre, en me disant, oui, il y a des mesures qui sont utiles, des mesures qui sont nécessaires, mais est-ce que véritablement ces mesures auront l'intérêt que l'on souhaite leur donner si on ne débat pas de l'avenir du métier d'agriculteur, qui est aujourd'hui la base de tout. Et comment est-ce qu'on peut demain dire à des jeunes agriculteurs, même si vous renforcez l'enseignement agricole, enfin c'est très bien, mais comment est-ce qu'on peut dire demain à des jeunes agriculteurs, devenez agriculteurs, mais si on leur laisse voir qu'ils auront des revenus de l'ordre de 800 €, qu'ils ne pourront pas irriguer comme ils le souhaitent, que peut-être effectivement ils seront aussi continuellement pointés du doigt par des associations dans le domaine de l'environnement, parce que c'est quand même aujourd'hui ce que l'on peut voir dans le monde agricole. Donc j'alerte là-dessus, même si sur ce point-là, ce volet nous semble bien évidemment aller dans le bon sens. Deuxième défi auquel l'agriculture aura aussi à relever, c'est celui des transitions. Alors il y a un article 1er qui nous va bien, puisqu'il ressort des vœux de cette proposition de loi dont j'ai parlé, qui a été votée au Sénat sur la souveraineté agricole. On le demandait, là aussi, on sera vigilant, parce qu'il ne faut pas, monsieur le ministre, que ça en reste à... Certes, c'est une déclaration d'intérêt général, mais il faut aussi que ça ait du sens et que ça se traduise par des mesures et des effets juridiques réels. Donc, vigilance, et on regardera de très près cet article 1er du projet de loi. Et puis le troisième défi auquel l'agriculture doit faire face aujourd'hui, c'est le défi, bien évidemment, demain, de la souveraineté alimentaire. Et dans ce défi de la souveraineté alimentaire, les agriculteurs doivent prendre toute leur part, mais les PME, les ETI que vous représentez doivent également prendre toute leur part. Parce que si les agriculteurs sont le premier chaînon de cette souveraineté alimentaire, les PME, les ETI en sont le second chaînon, absolument indispensable. Et plus on aura un tissu productif de PME, d'ETI qui maillent nos territoires, et Dieu sait si au Sénat on dit et on revendique d'être l'assemblée des territoires, et donc de dire aussi que c'est important d'être au plus près de ces territoires, et ces PME et ces ETI d'être au plus près de nos paysans pour véritablement acheter directement à ces paysans. Bien sûr, quand le modèle économique est possible pour vous, mais c'est ce vers quoi nous voulons de plus en plus tendre pour assurer cette souveraineté alimentaire et cette souveraineté agricole. Donc c'est le troisième défi à relever pour notre agriculture. Et donc voilà, on sera vigilant à ce que tous ces défis, on puisse y répondre à travers ce projet de loi d'orientation agricole qui est extrêmement attendu. Et vous y avez fait référence, vous, agriculteurs et de la FNSEA, mais je crois pouvoir dire du monde agricole. Aujourd'hui, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que cette loi d'orientation agricole, vous savez, on n'a pas tellement d'occasion de légiférer sur une loi d'orientation agricole. Finalement, on légifère sur des grandes lois d'orientation agricole tous les 10 ans. Alors saisissons-le. Et saisissons-la, monsieur le ministre, pour que véritablement on en fasse une loi d'orientation agricole qui porte une véritable ambition, et pas trop une ambition qui soit modeste, voire peut-être demain inexistante. Si vous enfermez trop le débat, monsieur le ministre, et vous nous dites à nous, parlementaires, enrichissez le texte,
regardez, on vous amène un texte, mais enrichissez-le. Oui, on est prêt à l'enrichir avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, mais pour l'enrichir, vous savez que ce qui fait peur un petit peu à tous les parlementaires, c'est la censure de l'article 45. Alors j'entends bien qu'il y a l'article 40, et j'entends bien qu'il n'y aura pas dans ce projet de loi des mesures d'ordre fiscal, et que peut-être ça sera donc de nouveau évoqué dans le projet de loi de finances pour 2025, mais que l'article 45 ne soit pas trop brutal, et que bien évidemment, il nous appartiendra à nous de pouvoir jouer notre rôle et de faire donc notre travail de législateur, à condition que nous puissions, si l'article 45 n'est pas trop, ne nous censure pas trop, eh bien étoffer, enrichir ce projet de loi d'orientation agricole et lui donner, en tout cas c'est l'ambition que nous portons au Sénat, parce que nous prendrons nos responsabilités comme nous l'avons toujours fait, pour défendre nos agriculteurs, pour défendre cette souveraineté agricole que nous appelons de nos voeux. Eh bien nous espérons qu'à travers ce projet de loi, eh bien sera portée une véritable vision de notre agriculture pour nos agriculteurs et une vision sur du long terme, au moins une vision à 15 ans. En tout cas, c'est l'ambition que nous voulons donner à ce texte lorsqu'il arrivera au Sénat. Mais d'ores et déjà, peut-être, Monsieur le Ministre, à travers vos propos qui vont suivre les miens, vous allez pouvoir d'ores et déjà nous rassurer. Et puis, pour ne pas être trop longue, moi je voudrais terminer en disant, parce que nous sommes là pour le lancement de Pactalim, et saluer cette belle initiative. Je dirais qu'il était temps, parce que vous représentez effectivement, je l'ai dit, de nombreuses PME, ETI, qui maillent tous nos territoires, qui forment le dynamisme de notre tissu productif sur ces territoires. Et le fait aujourd'hui que vous lanciez Pactalim, et je salue l'initiative portée par le président Jérôme Fourcault, pour dire que, bien évidemment, le Sénat continuera à être à vos côtés et à défendre aussi cette question de la juste rémunération, parce que c'est juste une nécessité, et une nécessité qui, pour moi, est avant tout morale. Donc je tiens à vous saluer et à saluer cette initiative et à rappeler, là encore, auprès de l'ensemble des PME et ETI que vous représentez et auprès du monde agricole, eh bien, combien le Sénat est à leur écoute, à leur disposition et prêt à relever tous ces défis avec vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la sénatrice. Alors, je vais remercier tous les orateurs. Je vais vous demander de rejoindre vos places. Je vais dire à Jérôme Fourcault de venir, le temps d'installer le pupitre. Le temps d'installer le pupitre. Monsieur Fourcault. Voilà, je retiens de cette table ronde quelques mots. Simplification, contractualisation, rémunération. On a bien entendu ces mots, à la fois chez Thierry Goubeau, qui était d'accord avec Monsieur Barbe sur la contractualisation. Je retiens aussi la nécessité d'être plus clair sur les marques distributeurs, la proposition de Madame Le Gret qui rejoignait Monsieur Pajotin. Et puis je pense que pour le ministre, il y a du grain à moudre avec le Sénat, si on a bien compris. Pas tout à fait, un peu sur la même longueur d'onde quand même. Je voulais juste peut-être ajouter que nous avons besoin, nous aussi, de vivre dignement. Ah, pardon. Je voulais simplement ajouter que, effectivement, il y a du grain à moudre, je l'ai entendu, et des messages subliminaux qui sont passés sur lesquels je ne suis pas forcément au courant de tout, bien sûr. Néanmoins, je voulais aussi dire que nos entreprises, ETI, PME, transformateurs des filières agricoles, ont besoin de vivre dignement de leur travail, non pas pour s'enrichir, bien sûr, mais d'abord et avant tout pour financer les investissements dont nous avons fait une partie de la revue. Vous voulez vous installer, Monsieur Fourcault, derrière le pupitre, ça y est, c'est bon? Allez, on y va. Micro, vous m'entendez? Ok, merci. C'est bon? Voilà, bon, écoutez, en tout cas, merci de votre présence, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs généraux d'entreprises, Mesdames, Messieurs les représentants de fédérations et de syndicats professionnels, Mesdames, Messieurs les représentants des administrations centrales et des services de l'État, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, la liste est un peu longue, c'est vrai, mais cela dit beaucoup de l'importance de cet événement pour toute notre filière. Au nom de Pactalim, je dois dire que nous sommes très honorés de votre présence,
à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir à l'Hôtel de l'Industrie. L'Hôtel de l'Industrie, quel autre endroit que ce lieu saint si symbolique pour un tel événement? Berceau des innovations, siège historique de la toujours vivante Société d'encouragement pour l'industrie nationale, fondée le 9 Brumaire en 1801, pour relancer l'économie de la France, soutenir le développement industriel au service de l'intérêt général, favoriser l'innovation technologique, valoriser les hommes et les femmes qui en sont les promoteurs. Une ambition qui résonne particulièrement à l'heure même où nous en parlons et où nous parlons d'intérêt général. Chers amis, nous sommes donc ici parfaitement à notre place, la place de l'industrie alimentaire, qui est le transformateur des filières agricoles, comme le rappelait tout à l'heure l'étude que nous avons présentée. Avant toute chose, permettez-moi de saluer l'ensemble des intervenants de la table ronde qui vient de s'achever. Les interventions, toutes de grande qualité, disent beaucoup de ce que nous portons en commun. Vous avez rappelé chacune et chacun dans vos métiers, avec vos expériences, la réalité de notre quotidien, de nos engagements au plus près du territoire et des Français. Vous avez rappelé aussi l'immense atout que représentent toutes ces entreprises pour notre souveraineté alimentaire et les destins liés de l'amont agricole et du tissu de PME et de TI pour réussir la transition écologique. Mais vous avez aussi rappelé nos fragilités, tous ces obstacles quotidiens. Vous vous en doutez, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je souhaite bien sûr vivement remercier Marc Fesneau d'être avec nous ce soir. Votre présence ici, Monsieur le Ministre, est fondatrice. Nous y voyons la démonstration de la reconnaissance du rôle central des 3054 PME et ETI, transformateurs des filières agricoles et de la pêche et de l'aquaculture, dont nous portons la cause. C'est aussi, je l'espère, le signe d'une nouvelle étape dans le partenariat que nous souhaitons voir renforcé avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, avec les administrations et avec les autorités locales si proches des territoires dont nos entreprises sont issues. Un partenariat qui sera défini par l'écoute, par la confiance, par l'exigence, qui sont les conditions indispensables pour répondre aux nombreux défis qui sont devant nous. C'est d'ailleurs là toute la raison d'être de Pactalim. Face aux crises, face aux enjeux environnementaux, énergétiques, économiques et sanitaires auxquels sont confrontées nos filières, Pactalim, c'est d'abord la volonté d'un sursaut. Oui, un sursaut alimentaire et industriel. Depuis des années, nous assistons à une déstabilisation durable des filières agricoles et agroalimentaires. La manifestation la plus inquiétante a été rappelée tout à l'heure par Johan Barbe sur la colère du monde agricole en ce début d'année. Volatilité des hausses des coûts de production, dérèglements climatiques, changement des habitudes alimentaires, compétitivité internationale accrue et enfin déséquilibre structurel persistant avec la grande distribution et les acteurs de la restauration. Voilà la réalité concrète de la situation. Les négociations commerciales de cette année, en janvier, en ont encore été une illustration. La conséquence, nous la connaissons tous ici. Des marges de plus en plus difficiles à préserver, des valeurs ajoutées qui baissent et par conséquent, un appareil productif qui se détériore et peine à relever ses défis d'avenir. De trop nombreuses entreprises n'auront pas la capacité de faire face, seules, aux nombreux investissements impératifs pour moderniser leurs usines et décarboner leur process de production. L'étude menée par Roland Berger, qui vous a été rappelée tout à l'heure, démontre ces éléments de manière simple et limpide. La réalité est que malgré des taux d'investissement nettement supérieurs aux grandes entreprises, nos entreprises peinent à s'autofinancer, ce qui les empêche de rivaliser sur le plan technique et technologique. Cette tendance s'accroît et fait peser une menace sur notre chaîne alimentaire. En difficulté face aux défis de décarbonation, de digitalisation et de modernisation de leur appareil productif, les 3054 PME ETI de l'alimentation vont faire face à un besoin estimé, qui nous a été rappelé tout à l'heure, de 15 milliards d'euros d'investissements supplémentaires d'ici à 2050 pour répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Nombre d'entre elles n'y arriveront pas seules. Dans le même temps, et ça a été rappelé aussi, nos entreprises sont confrontées
un déficit d'attractivité croissant de leur métier, alors qu'elles irriguent les territoires. Comment ne pas parler des normes? Nous en sommes aussi malades. Quand le Premier ministre veut répondre à la colère des agriculteurs, il annonce des mesures de simplification. Et au même moment, de nouvelles règles s'abattent sur nous. Je me contenterai de citer ici l'application de la CSRD, qui va être un travail administratif colossal pour des résultats qui aujourd'hui ne sont absolument pas valorisés. Le contraire de la norme, pour nous, ce n'est pas la simplification, mais la confiance. Pour finir, je profite de votre présence pour insister sur ce point, Monsieur le Ministre. Quand un ministre est là, je m'aperçois qu'on s'adresse beaucoup à lui. Les politiques publiques menées sont le plus souvent inadaptées à nos besoins, ça a été rappelé aussi, et à nos contraintes particulières, rendant parfois inefficaces nos échanges avec les pouvoirs publics et complexe l'accès au soutien disponible. Tous ces obstacles entravent notre développement, menacent notre compétitivité et par conséquent la souveraineté alimentaire française. Pourtant, ces entreprises sont aujourd'hui le véritable agent du renouveau agricole et industriel français. Face à tous ces défis, nous portons plus que des solutions. Avec Patalim, nous voulons porter une ambition. Nous porterons auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès des Français, des propositions claires et simples. Et j'en suis convaincu, en capacité de rassembler le plus grand nombre, y compris notre filière agricole amont. Quelques mots sur Egalim, bien sûr. D'abord, réarmer nos filières de l'alimentation, c'est retrouver du bon sens dans la répartition de la valeur. Nous espérons que la nouvelle mouture sera la dernière. Nous voyons dans l'annonce d'une évolution de la loi l'opportunité de corriger certains déséquilibres. Pourtant, si les précédentes lois Egalim sont imparfaites, nous considérons néanmoins qu'elles ont eu le mérite de poser les principes et les bases solides pour répondre aux problématiques que l'ensemble de la filière connaît actuellement, notamment avec le principe de marche en avant de la négociation. Pour autant, les lois Egalim, jusqu'à présent, n'ont pas résisté aux pressions de toutes parts qui ont été exercées lors des dernières négociations commerciales pour faire reculer l'inflation, notamment sur les produits alimentaires. Autrement dit, il faut les corriger et l'objectif est donc de réaffirmer le cap de cette loi Egalim par une véritable politique d'application, c'est-à-dire par un renforcement des contrôles qui doivent être permanents, continus, sur la base de règles simples. La complexité a grandement contribué aux dérives cette année. Mais nous aurons l'occasion effectivement de présenter nos propositions à Mme Babot et à M. Izard lors de l'audition qui est prévue à l'Assemblée nationale. Je le répète, les 3000 PME ETI de l'alimentation sont le cœur battant de la filière alimentaire, au plus près des agriculteurs dont elles sont les premiers débouchés. Pourtant, elles sont prises en étau entre la nécessité de valoriser l'amont agricole et la pression des distributeurs en aval. C'est la raison pour laquelle nous appelons de nos vœux qu'Egalim offre l'opportunité d'une meilleure régulation et répartition de la valeur sur l'ensemble de la chaîne, avec l'objectif de permettre à nos PME ETI de répercuter librement à la hausse, voire à la baisse, leurs coûts de production. L'enjeu, c'est de garantir un prix juste et rémunérateur pour l'ensemble de la filière et pour nos entreprises, afin de leur permettre d'accroître leurs investissements d'avenir. L'enjeu est de soutenir notre indépendance alimentaire en soutenant l'outil de transformation des filières agricoles et de la pêche. C'est un impératif pour notre agriculture et vous l'avez rappelé, Madame la Sénatrice, pour l'aménagement de notre territoire. Le réarmement de la filière de l'alimentation doit aussi passer par des mesures visant à soutenir et inciter les PME et les ETI à investir et à ne pas se décourager face à ce mur d'investissement. Une politique globale doit être menée. Nous félicitons le gouvernement d'avoir annoncé inscrire la souveraineté agricole et alimentaire comme intérêt fondamental pour notre nation, ainsi que de reconnaître la pêche et l'aquaculture comme intérêt général majeur. Il nous semble indispensable que l'outil de transformation
en ce sens qu'il assure la sécurité alimentaire et un approvisionnement quotidien pour nos compatriotes, fasse pleinement partie de cette qualification. Ce que j'en ai lu jusqu'à présent le confirme, mais votre présence, Monsieur le Ministre, nous permettra de redire, j'espère. Nous pensons indispensable que toutes les politiques publiques menées traitent l'ensemble de la filière, son amont bien sûr, mais aussi son aval. L'avenir de l'agriculture doit être pensé comme un tout. Il ne peut être raisonnablement distingué de nos enjeux. À ce titre, nous considérons que le projet de loi, Monsieur le Ministre, devrait contenir aussi des mesures concrètes pour les entreprises ETI et PME de la transformation agricole et des filières de la pêche et de l'aquaculture. Nous demandons aussi dans la même veine que le fonds d'investissement de soutien aux IAA, qui avait été annoncé par le gouvernement en mars 2023, soit effectivement, j'allais dire enfin, mis en place. Il est indispensable pour accompagner et inciter nos entreprises, vous l'avez compris, à investir, à poursuivre leur modernisation et à réaliser la décarbonation de leurs process. Prendre à la bras-le-corps ce chantier, c'est aussi reconnaître la place de nos entreprises. Nous demandons le renforcement de la représentation des PME et ETI de l'alimentation au sein des instances de gouvernance, notamment au sein du comité stratégique de filière et du Conseil national de l'industrie. Il est temps d'insuffler une nouvelle dynamique à ces instances qui sont dédiées aux enjeux de décarbonation, de sobriété hydrique, de protéines du futur, d'attractivité métier, autant de sujets d'importance primordiale sur lesquels nos entreprises ont des propositions à faire et des positions concrètes. Nous voulons contribuer à apporter notre vision concrète sur ces sujets, sur leur planification et sur leur financement. J'en viens à ma conclusion et je vais répondre à une question. Je sais que certains d'entre vous se posent, j'imagine. Pourquoi changer de nom? Je vais vous répondre. Vous l'aurez compris, Pactalim, ce n'est pas qu'un changement de nom. Le changement de nom, c'est même secondaire. Pactalim, c'est une ambition. Nous appelons à une grande politique de réarmement de la filière de l'alimentation. Et au cœur de cette filière, les PME et les ETI transformateurs des produits agricoles et de la pêche. Nous voulons et nous devons prendre notre part. Pactalim, c'est la réaffirmation de ce que nous représentons. C'est une fierté assumée. Oui, nous sommes fiers de nourrir chaque jour des millions de Français, d'employer des millions de femmes et d'hommes et de porter la voix de ces 3000 entreprises. Parce que nos entreprises contribuent à hauteur de 64% des emplois du secteur agroalimentaire et 57% de son chiffre d'affaires. Parce qu'elles sont le premier débouché de l'amont agricole en transformant plus de 50% des productions agricoles. Parce qu'elles sont au cœur des territoires avec 286 000 collaborateurs directs et près de 600 000 emplois soutenus qui vivent à proximité des sites de transformation et contribuent à la vie locale, parce que certaines d'entre elles aussi sont des exportateurs qui ont exporté non seulement leurs produits finis, mais leur technologie, leur savoir-faire, qui contribuent à la balance des paiements français. Je disais donc que Pactalim, c'était une ambition, et cette ambition, elle est claire. Vous voyez ce soir qu'elle est collective. Nous voulons affirmer et faire valoir la place essentielle des PME et ETI implantées en France dans la souveraineté alimentaire. Nous voulons les fédérer encore, plus que ne le faisait Adepal, bien sûr, jusqu'ici. Ces entreprises sont le fer de lance d'une alimentation saine et durable. Ah ben non, ça c'était déjà ma conclusion. Excusez-moi. Nous voulons renforcer ce tissu d'entreprises vertueuses et engagées qui sont autant de leviers pour préserver l'emploi dans nos régions, moderniser notre agriculture, accélérer la transformation environnementale et réindustrialiser notre pays. Oui, nos entreprises sont des moteurs essentiels de toutes ces transitions. Nous avons la conviction que la souveraineté alimentaire passera par la combinaison de notre souveraineté agricole et de notre tissu industriel. Pour cela, nous voulons faire de la question de la production de notre alimentation une cause nationale et défendre un agenda positif et ambitieux pour répondre aux défis alimentaires de demain et industriels de demain. Pour tout cela, Monsieur le Ministre, nous comptons aussi sur vous. Vous l'aurez compris, notre ambition, c'est de donner les moyens de bâtir une souveraineté alimentaire pérenne
Pactalim prendra toute sa part dans ce chantier immense qui nous attend collectivement, celui d'une filière agricole et agroalimentaire à la hauteur des enjeux de notre siècle, souveraine, saine, durable. Vous l'avez vu en entrant dans ce lieu, sur le fronton de ce bâtiment historique est inscrit que nous sommes ici dans la société d'encouragement pour l'industrie nationale. J'en parlais tout à l'heure. Eh bien, du courage, je vous le garantis, nous n'en manquerons pas. Alors, vive les PME et les ETI de l'alimentation, vive Pactalim. Merci beaucoup. Monsieur le Président Foucault, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise représentants de la filière agroalimentaire. Alors j'ai un exercice un peu compliqué, parce que j'avais compris que je devais plutôt parler d'agroalimentaire, mais j'ai compris que j'étais un peu sollicité pour parler du texte du jour. La loi d'orientation, c'est dire si elle était sans doute attendue. Je dis ça sous l'œil de la présidente Estrosi Sassone et de Johan Barbe. Je vais donc essayer d'organiser mon discours d'abord avec la PLOA, comme ça j'aurai, non pas purgé, parce que les débats vont venir, mais ça me permettra après de dire quelques mots, évidemment, sur les sujets d'agroalimentaire. Vous êtes sans doute aussi venus pour ça. D'abord, les éléments de la crise. Il y a une crise française, et quand même c'est très symptomatique, j'en parlais ce matin avec mon collègue grec que je recevais, il y a une crise européenne. Et il y a une crise de foi dans la politique agricole commune qui s'est exprimée. Alors ça ne nous exonère pas des problèmes français, mais il y a quelque chose qui s'est exprimé dans cette crise, qui a démarré d'ailleurs aux Pays-Bas il y a quelques mois, et qui est venu après en Allemagne, puis en France, et puis après à irriguer, si je peux dire, l'ensemble, ou quasiment l'ensemble, parce qu'il y avait quasiment 18 à 20 pays qui étaient concernés par cette crise. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose d'un sens perdu de ce que nous voulions de la politique agricole. Et un peu d'un sens perdu lié sans doute à ce qui s'est passé sous Covid, puis la crise en Ukraine qui a révélé les risques de l'inflation. Je vais y revenir sur les sujets d'agroalimentaire. Les risques de dépendance, sur les engrais par exemple, sur l'énergie, et ça touche à la fois l'agriculture et l'agroalimentaire, et le fait que nous avions sans doute regardé ces sujets-là avec trop de naïveté, avec le sentiment qu'au fond, nourrir n'était plus un sujet et que ce n'était pas tellement le sujet qui était devant nous pour ce qui était de la construction européenne. Et la vérité, Covid plus guerre en Ukraine, c'est venu nous montrer qu'on était fragile. Et qu'on était fragile immédiatement, Covid, immédiatement inflation, et dans la durée, parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire que l'alimentation est devenue une arme, et pas une arme de paix, une arme de guerre. Et donc la fin de la naïveté en ce domaine est un élément très important, crise française et crise européenne. Juste dire un mot quand même, d'essayer de dire qu'on a essayé de modifier un certain nombre de choses dans le cadre européen. Et il y avait longtemps que j'avais vu 26 sur 27, je ne dénoncerai pas l'unitaire, mais tout le monde l'aura peut-être reconnu, en tout cas M. Barbe, c'est de qui je parle. 26 pays sur 27 s'étaient accordés sur des œuvres de simplification de la PAC, et nous ne sommes qu'à la première année de la PAC. Mais cette PAC, elle avait été pensée sous l'angle aussi du Green Deal, et le Green Deal, il avait été sans doute trop pensé en oubliant ce qui était quand même l'idée de base de la politique agricole commune, c'est la question de la souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, c'est la capacité à réduire les dépendances subies, c'est la capacité à nourrir sa propre population, puis c'est la capacité à nourrir le monde. Parce que le dérèglement climatique, le dérèglement géopolitique, qui entraîne des dérèglements économiques, il va poser des problèmes d'alimentation du monde. Et au fond, l'interrogation européenne qui s'est posée sur la PAC, c'est celle-là. C'est de savoir à quoi ça sert en fait. Pourquoi on a fait la politique agricole commune, au-delà de la complexité européenne qui n'a rien à envier à la complexité française. À partir de là, nous avions travaillé il y a quelques mois déjà sur l'idée d'un pacte et d'une loi d'orientation sur l'agriculture qui avait été proposée par le président de la République autour principalement, et vous avez raison M. Barbe, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le retrouve, transmission, installation, formation, orientation, découverte des métiers. C'est quand même le cœur du dispositif, il est resté tel qu'il avait été écrit d'ailleurs à l'époque. Se sont ajoutés deux éléments. Le premier, c'est un élément sur la souveraineté et un deuxième sur la simplification. Alors, je ne veux pas m'aventurer trop, mais écoutez la présidente Estrosi Sassone et Johan Barbe, j'ai le sentiment que de l'article 1 à 14, on serait presque d'accord. Alors, je ne vends pas à la peau de l'ours. Presque. Et que ça nécessitera effectivement des débats pour essayer d'amodier les choses et de regarder comment on peut les faire mieux et comment on peut mieux les écrire. Mais je pense que la façon dont on a écrit, et je sais très bien qu'il y aura des débats et à l'Assemblée et au Sénat sur la question de la définition de la souveraineté alimentaire,
La notion d'intérêt général majeur, elle vient dire quoi? Elle vient dire simplement que quand on pense agriculture ou agroalimentaire, parce que ça s'applique à l'agroalimentaire, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, ça vise à faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a une politique publique, il faut qu'on s'interroge sur le fait que ça en rabat ou pas sur la souveraineté et la capacité d'assurer notre souveraineté et notre sécurité alimentaire. Et donc c'est un facteur de pondération par rapport à d'autres politiques publiques. Et moi je pense que c'est une bonne nouvelle. On a besoin de transition pour assurer la souveraineté, mais on a besoin d'assurer aussi la souveraineté par la production. Et puis je ne reviens pas sur tous les pans sur la question de l'installation et de la transmission. Je pense qu'on a un dispositif, mais qui méritera, je rassure les parlementaires ici présents, qui méritera sans doute des amodiations, des amendements. On a toujours un petit cadre constitutionnel qui nous empêche de faire des cavaliers. C'est vrai que nous n'avons pas fait le choix de mettre la question de la rémunération. Egalim, d'abord, et je les salue, Pascal-Alexis Izard et Anne-Laure Babot, travaillent sur le sujet, et qu'au moment où on fait faire un travail par des parlementaires, dire on a déjà une solution. Deuxième élément, j'invite sur la question d'Egalim à ne pas bouleverser trop les équilibres qui ont été trouvés, mais plutôt à essayer d'amender et d'avoir un cadre qui soit un peu stable. On voit bien les écueils, vous l'avez dit Madame la Présidente, je crois, c'est la question de est-ce qu'on est bien sur la marche en avant du prix et pas sur quelque chose qui continue à se construire comme ça s'était construit dans les années précédentes. Deux, on voit bien les dérives des centrales d'achat européennes qui viennent dévoyer la loi et peut-être d'autres éléments. Et puis il faut qu'on incite aussi les filières, et c'est valable, et là ça vous concerne tous, agriculteurs et transformateurs et distributeurs, à la contractualisation. On n'a pas assez de contractualisation dans ce pays et parfois je vois des filières qui souffrent du fait d'un manque de contractualisation ou de l'absence du fait de se saisir pas assez des outils qui sont à la disposition dans le cadre de la loi Egalim. Donc c'est tout ça ce sur quoi vont travailler nos deux parlementaires. On les a un peu appropriés au ministère de l'Agriculture pour essayer on se les a un peu appropriés au ministère de l'Agriculture pour essayer mais ça n'est pas dans le texte de la loi d'orientation. Et j'essaie de répondre aussi à la question de il n'y a pas tout. Non, parce que l'idée c'était pas de faire un texte avec une vingtaine d'articles. Je connais la créativité parlementaire. Je connais l'ingéniosité extérieure à l'activité parlementaire. Ce texte mérite d'être amendé et sans aucun doute d'être précisé dans un certain nombre de ses aspects. J'en aurais presque fini sur ce projet de loi. Mais enfin, essayons d'éviter quelque chose qui viendrait dévoyer le sens profond qui était installation, transmission, simplification et question de souveraineté. Et ne venons pas en faire quelque chose qui, à la fin, fait qu'on a perdu le fil de ce que nous voulions faire autour d'une loi d'orientation. Quand vous regardez d'ailleurs les lois d'orientation au fil du temps, elles avaient souvent une thématique. Le FOL, c'était agroécologie. Travers, c'était plutôt au travers, sans mauvais jeu de mots, de la question de la rémunération et d'Egalim. Et on a buté parfois sur un débat, je me souviens, dont les deux députés qui sont sous mes yeux n'étaient pas présents, mais moi je m'en souviens bien, on a fini par se battre sur la question du glyphosate. C'était pas le texte en fait. C'est juste que ça n'était pas le texte. Et que donc on dévoie parfois les débats en voulant en mettre trop. Mais il me semble qu'on a notamment, et j'en finis sur la question de la simplification, et ça concerne aussi les industries agroalimentaires, j'y reviendrai juste après, des voies et moyens, parce que je pense que sur la simplification, partout où la loi est nécessaire pour imposer la simplification, il faut que la loi soit modifiée. C'est ce qu'on a fait sur les bâtiments d'élevage, c'est ce qu'on a fait sur la question de l'eau, c'est ce qu'on a fait sur l'aquaculture. Et Dieu sait si c'est un sujet sur lequel on a un déficit qui est tragique. Et on est vraiment dans le syndrome français, c'est-à-dire qu'on a des règles tellement bien faites qu'on ne fait plus d'aquaculture en France et qu'on laisse venir des produits aquacoles qui viennent à plus de 90% de l'extérieur de nos frontières. Donc, ils ont les mains propres, mais ils n'ont plus de mains. Et donc, c'est quand même un peu ça le sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Et donc, cet élément de simplification sera important. Pardon de cette digression. J'avais dit au Président que je ferais 10 minutes, mais ça me sera décompté de mon temps où j'ai ajouté la TVA. Vous dire aussi, évidemment, je veux revenir au sujet qui vous préoccupe et à l'initiative que vous prenez, vous dire le plaisir qui est le mien d'être parmi vous. Alors, on se voit souvent avec le président Foucault dans d'autres cadres, plus ou moins chaleureux. Le cadre des discussions sur le cadre des négociations commerciales, où on essaye de dire des choses avec le sentiment que la répétition n'a pas toujours fait la pédagogie nécessaire. Mais peut-être qu'à force, la pédagogie doublée de la loi qui aide un peu à faire de la pédagogie plus renforcée, comme on dit, permettra de convaincre les uns et les autres de la nécessité, et j'y reviendrai, de mieux répartir la valeur. Mais au fond, quand vous regardez la crise et ce qu'ont dit les agriculteurs, ils ont dit des choses qui se font écho à ce que vous avez comme sujet dans l'agroalimentaire. D'abord, la multiplication des normes, je viens d'en parler. Le besoin de financement pour les grandes transitions, que sont les transitions... Alors vous avez le sujet aussi de la transition, mais les agriculteurs aussi, de l'alimentation, des modes d'alimentation, des attentes des consommateurs. La transition carbone est un autre défi qui est un défi assez vertigineux, avec une réorganisation des filières qui va poser des problèmes importants. Et puis évidemment la question de la rémunération dans la chaîne de valeur.
Et donc, je voudrais vraiment d'abord vous remercier remercier l'ensemble des entreprises adhérentes, les 3000 ETI et PME adhérentes de l'ex-ADEPAL. Alors, on va pendant quelques années peut-être dire ADEPAL. On fait ce qu'on peut, hein. Comme on continue à dire voilà, Pôle emploi, vous ne voyez pas de lien, mais on a parfois des habitudes. On a parfois des habitudes linguistiques, mais on va essayer d'en sortir. Et donc, je voudrais revenir sur ces 3 défis. Sur la simplification, on s'est attelé à cet exercice plutôt sur la partie agricole, c'était la demande de la base agricole, on a essayé de travailler, mais je le répète, partout où on peut le faire en agroalimentaire, saisissez-vous du texte. Alors, il y aura un texte qui est annoncé de simplification générale par le ministère de l'économie et des finances, mais moi, je vais vous dire un secret, tout ce qu'on peut prendre maintenant, il faut le prendre. Et comme on a un texte qui traite des questions agricoles et donc des questions agroalimentaires, des questions de souveraineté et donc des questions de souveraineté agroalimentaire, partout où on peut faire des simplifications, il faut le faire. Parfois c'est du réglementaire, parfois c'est du législatif, mais en tout cas on est tout à fait ouvert au gouvernement et je suis tout à fait ouvert à des propositions que vous pourriez faire sur les sujets au-delà de ce qu'on fait sur l'agriculture. Je voudrais dire un mot d'un sujet très emblématique pour vous, en tout cas une partie d'entre vous, c'est le sujet de la réutilisation des eaux. Alors on a un décret qui n'est pas tout à fait comme il faudrait, et vous êtes très en attente de l'arrêter. Alors je méfie toujours quand on me dit, vous savez, monsieur le ministre, on a simplifié. Généralement, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on avait imaginé, parce que quelqu'un est venu rajouter de la complexité. Mais là aussi, on y travaille pour faire en sorte qu'on ait un arrêté qui soit vraiment dans la philosophie, qui soit la capacité pour les industries agroalimentaires de réutiliser vraiment les eaux. Et nous n'y sommes pas tout à fait encore, et il y a beaucoup d'arbitrage interministériel, parce que je sais que nous n'y sommes pas encore, et lorsque j'étais au Salon de l'agriculture, un certain nombre d'entreprises m'ont fait cette remarque, il me semble que c'est un élément très important. Il y a des sujets sans doute, sans en rabattre sur la question sanitaire, la force de notre pays agroalimentaire, et votre force, contrairement à tout ce que quelques minoritaires viennent dire sur des plateaux télévisés, c'est la qualité et la qualité sanitaire de nos produits. C'est une partie de notre attractivité, c'est une partie de notre compétitivité. Donc l'idée n'est pas d'en rabattre, mais il y a peut-être des voies et moyens de simplifier les choses pour faire en sorte qu'on soit au mieux au rendez-vous. Ça vaut aussi pour la facilité d'accès pour les programmes de soutien public, je pense à France 2030, dont je reconnais qu'il y a des moyens, mais je reconnais que parfois l'accès aux moyens est un peu complexe. On va dire ça comme ça. C'est une bonne nouvelle, ceci étant, que dans France 2030, aux côtés de l'industrie aéronautique, aux côtés de l'industrie pharmaceutique, on ait mis l'agriculture et l'agroalimentaire. Ça montre la priorité française et l'horizon qu'avait souhaité donner le président de la République à ces sujets-là. Il me semble que c'est important. Le deuxième défi, c'est le besoin de financement. Alors rappelez quand même que ce sont plus de 2 milliards d'euros qui ont été investis via ce programme. Et sur le sujet budgétaire, je trouve que parfois, je ne fais de grief à personne, je le dis aussi à Johan Barbe, on a tendance à avaler les milliards et les centaines de millions comme si on les avait un peu oubliés. Le budget de l'agriculture, c'est 1 milliard de plus cette année. La présidence Estrosi Sassone le sait. Les mesures de crise, c'est 500 millions. Et l'an dernier, en exécution budgétaire pour la seule agriculture, c'est 800 millions supplémentaires pour les différentes crises auxquelles on a fait face. Et je ne dis pas ça en disant qu'on le regrette, mais c'est vrai qu'il y a des moyens quand même qui sont développés. Il faut qu'on se dise aussi, même si le moment budgétaire est un moment compliqué, et j'ai reconnu la sagesse de la présidente Estrosi Sassone en disant attention, on est dans un moment budgétaire compliqué. Simplement, il y a des outils qui ont déjà été mobilisés, 2 milliards d'euros pour renforcer notre souveraineté, notamment les industries agroalimentaires. L'État a ainsi aidé les PME à rénover ou à construire des usines, à mettre en œuvre des procédés innovants, à acquérir des nouvelles compétences plus performantes et plus compétitives, notamment par un usage accru aux outils numériques. Nous avions un certain retard dans un certain nombre d'entreprises sur la question du numérique et je pense qu'on a fait une œuvre utile collectivement. Ce soutien de l'État se poursuivra avec les mesures de la planification écologique qui seront lancées dès cette année. Je pense aux actions en faveur de la sobriété hydrique, de la décarbonation qui est un défi majeur pour des entreprises qui parfois n'ont pas des moyens suffisants et ne dégagent pas assez de moyens pour pouvoir le faire, mais c'est un défi majeur, et qui permettront aussi de rendre vos industries moins émettrices de gaz à effet de serre, et deuxième élément, moins vulnérables au prix de l'énergie, et on sait à quel point ça a été un élément de choc dans la crise inflationniste qui a eu lieu. L'État travaille aussi à la mise en place de prêts garantis, notamment les prêts garantis verts, annoncés par le ministre de l'économie et de la souveraineté industrielle pour financer la transition écologique que je mentionnais à l'instant. Il s'agit enfin de faciliter le financement d'industries agroalimentaires pour lesquelles il est structurellement plus difficile d'attirer des fonds privés. Vous y avez fait allusion, Monsieur le Président. C'est le sens du fonds de garantie abattoir, c'est le sens également du fonds IAA. C'est vrai qu'il a été annoncé il y a 1 an et que pour vous, ça paraît long et pour le ministre de l'Agriculture aussi. Alors, ce que je peux vous annoncer, alors vous me direz, oui, mais lui, il est ministre de l'Agriculture, donc qu'est-ce qu'il fait? Ce
que je peux vous annoncer, c'est que l'idée, c'est que d'ici le mois de juin, on puisse le déployer sur le territoire. Il y a un certain nombre... 2024, hein. Pour que les choses soient claires entre nous. C'est trop long. On a des processus qui sont trop longs. Alors maintenant, on est presque au bout du parcours. J'entends ça tout le temps de la part des syndicats agricoles, de la FNSEA en particulier, en disant que ça n'avance pas assez vite. Et c'est vrai que pour le coup, là, je vous donne gage que le fait est que... Alors c'est vrai qu'il y avait un processus qui était prévu, de diagnostic, de regarder comment on intervenait. Enfin, 14 à 18 mois, c'est un peu long. Mais en tout cas, on sera bien au rendez-vous des moyens. C'est 200 millions d'euros qui permettront d'investir 500 millions d'euros en appui de partenariats et des capitaux évidemment privés, parce que je sais la part que vous prenez là-dedans. Ça a une vocation à répondre à la difficulté de financement auquel se heurtent nombre d'industries, vous l'avez évoqué, en France, et accompagner le développement d'industries insuffisamment dotées en fonds propres. On sait que c'est un élément majeur pour le développement de nos industries agroalimentaires. Je pense à des secteurs stratégiques. Je ne reviens pas sur l'aquaculture, ce n'est pas le seul, mais c'est un sujet qui est assez emblématique, je trouve. Et puis, certaines structures, je pense aux coopératives qui parfois ont un accès plus difficile au financement de cette nature, compte tenu du statut que tout le monde n'appréhende pas de la même façon. Les investissements réalisés à l'aide de ce fonds s'inspireront de l'exercice prospectif Horizon Agro 2040, auquel vous avez contribué et dont les résultats vous seront présentés au terme d'une réflexion dans les quelques semaines qui viennent, qui est toujours en cours, mais vous savez que c'est un élément important. Et puis le dernier défi, je finis pas par hasard sur c'est celui de la rémunération, de la relation avec les agriculteurs et la production primaire, si je peux dire, mais surtout aussi avec les échelons supérieurs, si je peux dire, c'est-à-dire avec la distribution. D'abord pour dire que je considère qu'Egalim, certains s'interrogent en disant parfois que c'était quoi la trajectoire que souhaitait le président de la République. La question de la rémunération, elle ne date pas de 2017, mais nous nous en sommes saisis en 2018, et pour la première fois, nous avons posé la question d'une marche en avant, vous l'avez dit, Madame la Présidente, je crois, d'une marche en avant du prix. Ça n'est pas toujours respecté, j'y reviens juste après, mais je pense qu'on a fait une œuvre utile en se disant la question, si on veut des industries agroalimentaires performantes, une grande distribution qui trouve ses marges et des agriculteurs qui continuent à produire, sinon on viendra alimenter nos industries, et d'ailleurs nos industries auraient du mal avec des produits qui ne sont pas d'origine France, c'est la rémunération de l'agriculture. Il n'y a pas de souveraineté sans rémunération. C'est pour ça que c'est un élément central et que c'est sans doute l'une des batailles centrales. Alors la rémunération, c'est de la compétitivité, la rémunération, c'est de la simplification, mais la rémunération aussi, c'est le prix qui doit se trouver dans la répartition de la valeur. Alors les lois Egalim, elles ont eu leur lot, à mon avis, de réussite. On a vu à quel point, en revanche, dans le moment inflationniste que nous avons traversé, elles étaient peu opérantes, où on a eu le sentiment que quand même, vous avez assisté à la même réunion que moi, la dernière ou l'avant-dernière, M. Barbossier était là, je crois, où j'avais le sentiment que tout allait bien, Madame la Marquise, et que tout le monde était en mode coopératif. Ça ne m'avait pas sauté aux yeux. J'étais heureux de l'entendre. J'aimerais que ça se voit plus. Je pense, et je le répète, que tout le monde a intérêt à gagner sa vie dans la répartition de la chaîne de valeur. Tout le monde doit gagner sa vie. Et donc je ne viens pas opposer les uns et les autres, mais on ne gagne pas en affaiblissant l'échelon derrière soi. Et je pense que c'est... Alors il y a les lois, il y a les éléments qui nous seront proposés par les parlementaires, mais il y a aussi l'esprit de la loi. Et le premier esprit de la loi, je le dis souvent, c'est la question de la confiance. La confiance entre vous, entre les différents opérateurs. On ne peut pas avoir des grands discours sur « je favorise les productions françaises » et ne pas retrouver ça dans les attitudes. On ne peut pas dire « j'essaie d'informer au mieux le consommateur » et parfois avoir le sentiment que l'étiquetage n'est pas tout à fait au rendez-vous de ce qu'on pourrait attendre d'un étiquetage. On ne peut pas venir mettre en concurrence des systèmes les uns avec les autres et chacun doit trouver sa place. Mais la question de la rémunération, c'est une question aussi de confiance. Alors on nous dira c'est Egalim 4 ou Egalim 5 parfois en se disant « vous voyez, ça ne marche pas ». Je pense que la question de la rémunération, ça marchera si on a de la continuité dans l'effort. Et donc à chaque fois que des gens, je le dis pour ceux qui se méprendraient sur le sujet, à chaque fois que des gens viendront dévoyer la lettre et l'esprit de la loi, on fera des lois complémentaires. Et j'espère que ceux qui viendront après nous continueront à le faire parce que cette bataille, elle a commencé en 2018, elle a donné ses premiers essais avant la période inflationniste et hop, les mauvaises habitudes ont été reprises. Là, il va falloir que les bonnes habitudes reprennent. Il me semble que c'est un élément très important parce que c'est un élément de la souveraineté et on ne pourra pas faire sans. Alors on a procédé à un certain nombre de contrôles. Ça ne vous aura pas échappé sous l'égide de la DGCCRF. On fera le bilan dans quelques semaines. Il y a déjà eu 2000 contrôles qui ont été faits en 3 mois, ce qui est pas mal en 3 mois. Parfois, il y a des fraudes, parfois, il y a des manquements, parfois, il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais je pense que ce sera utile devant vous
de pouvoir dire les contrôles, et que chacun soit face à ses responsabilités. Il me semble qu'on a besoin de travailler avec vous sur l'amélioration du cadre des relations, la confiance, la marche en avant, la contractualisation, et ça s'adresse autant à vous qu'au monde agricole sur un certain nombre de secteurs. Je pense qu'on a besoin de travailler là-dessus, et il me semble que tout ça, ça doit aller dans ce sens-là. Et donc, cette question de la rémunération est une question centrale. J'ajoute un dernier élément, et j'en aurai fini. Je trouve intéressant que nous ayons réussi, parce que parfois, quand on se regarde, on se dit c'est affreux. Le nombre de partenaires européens qui m'ont dit, y compris ma collègue canadienne, il y a quelques mois, m'avait dit, mais ça a l'air bien Egalim. Alors peut-être vous me direz, les mauvais esprits diront, c'est parce qu'ils étaient trop loin et ne voyaient pas comment ça marchait mal. Mais je crois qu'ils avaient regardé qu'il y avait quelque chose dans la construction intellectuelle qui a été produite en 2018 à l'époque avec Stéphane Travers, quelque chose qui les séduisait. Et je suis assez intéressé de voir que la Commission s'est assez rapidement saisie de cette question d'Egalim, à la fois sur la partie relations commerciales, mais aussi sur la partie commande publique, marché public. Parce que la commande publique, les marchés publics, la restauration hors domicile, on dit souvent grande distribution. Alors parfois on me reproche d'être un peu véhément, mais il n'y a pas que là qu'il y a des produits agricoles qui sont achetés. La restauration hors domicile, elle doit prendre sa part aussi. Parce qu'elle est souvent à l'abri des regards et des polémiques. Mais si nous respections Egalim, ce serait 1,2 milliard d'euros de plus pour les filières agricoles. Bon, ça nous aiderait, hein, et pour les produits sous signe de qualité, et pour les produits bio. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardon d'avoir été long. J'avais une bonne excuse. Enfin, c'est vous qui m'avez donné une bonne excuse pour être long. Vraiment, je voudrais vous dire tout le soutien qui est le mien à ce que vous faites, au partenariat que nous avons noué. Vous appeliez, Monsieur le Président, à ce qu'on puisse renforcer ce partenariat. Oui, vous aurez ici au ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire des partenaires qui pensent l'agriculture, mais qui pensent que l'agriculture sans l'agroalimentaire, ça ne marchera pas. Et qu'au fond, vous êtes assez solidaires, et que j'ai besoin aussi de la grande distribution d'ailleurs, mais que vous êtes au fond assez solidaires. Il n'y a pas de souveraineté si cette chaîne-là ne trouve pas sa rémunération, si cette chaîne-là ne travaille pas mieux ensemble dans les grands défis qui sont devant nous, et Dieu sait s'ils sont nombreux. En tout cas, longue vie à Pactalim, bravo de ce que vous faites et à votre disposition. Merci beaucoup. On ne refait pas les discours, en fait, on fait une photo.